Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode des chroniques de Youssef Indy. Alors aujourd'hui, ce sera un numéro hors série, numéro spécial, parce que pour la deuxième fois depuis le lancement de ces chroniques, je reçois un invité. Le premier, c'était Xavier Moreau et aujourd'hui, c'est Rachid Achachi. Bonjour Rachid. Bonjour Youssef et heureux d'être dans le rôle, non pas de l'inquisiteur, mais mais de l'hérétique qui va être, Vo- soumis à la Voilà, question. voilà, c'est ça, je travaillerai moins cette fois. Exactement. Alors aujourd'hui, avant de commencer, d'abord le titre de cette émission, le sujet c'est la morale et réalisme politique. Avant de commencer, quelques petites annonces. Donc pour soutenir la chaîne qui est Shadowban désormais, j'ai fait plusieurs vidéos sur le droit international et Israël. Et là, comme par hasard, il y a eu une chute de visibilité de la chaîne. Alors, pour pallier à ce handicap, j'ai lancé une page Patreon, donc une fois par mois sur Patreon. Pour les abonnés, je ferai une vidéo longue, détaillée, où je répondrai aux questions des abonnés. Donc, je vais mettre le lien en description de Patreon. Vous vous abonnez, vous m'envoyez vos questions. Donc, sur la page de Patreon, j'imagine qu'on peut poser des questions. Et puis, je sélectionnerai les meilleurs et une fois par mois, je ferai une vidéo pour les abonnés. Et pour soutenir la chaîne YouTube, que je poursuis, hein, ne vous inquiétez pas, vous avez les liens Tipeee et PayPal dans la description de la chaîne. Autre sujet que je voulais aborder rapidement dans le contexte de répression généralisée en France qui vise principalement aujourd'hui les, euh, les critiques d'Israël. On a appris très récemment qu'il y a eu une descente de police. Alors, est-ce que c'était la BAC? Est-ce que c'était le GIPN? Et quel était l'objectif exact? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on a les photos. Pierre Jovanovic a fait l'objet d'une descente de police chez lui et dans les locaux de sa maison d'édition, donc porte défoncée, etc. Le motif, c'est il aurait fait une tentative de suicide, ce qui est absolument faux. Je l'ai eu au téléphone, il va très bien. Il aurait fait donc une tentative de suicide et la police serait descendue pour sauver sa vie et donc éventuellement l'interner. Donc on n'en sait pas plus, mais ça fait penser. Alors ça voudrait dire que quelqu'un a appelé pour dire que Jovanovic essayait de se suicider. Ça me rappelle les canulars qui n'avaient rien de drôle, mais les canulars qui ont provoqué de gros dégâts, y compris je crois un mort, de Hulkan, qui est réfugié en Israël. Voilà, donc on en saura plus. Hein. Je crois qu'il y a une plainte qui a été déposée, il y a une enquête qui est menée. Mais ça me permet de parler de la répression générale qu'il y a actuellement. Je peux pas rentrer dans le détail et parler des personnes en particulier, parce que ce sont des affaires qui sont en cours, donc j'ai pas vraiment le droit d'en parler. Mais il y a des personnes qui ont été emprisonnées, qui ont eu des descentes de police chez elles, donc à 6 heures du matin, qui ont été tabassés, envoyés en prison, donc certains en prison qui sont toujours en détention provisoire depuis des mois, d'autres qui ont fait de la détention provisoire, d'autres qui ont fait de la garde à vue. Ça touche aussi des militants politiques à gauche comme à droite. Hein. Il y a Anas Kazib qui en a parlé, donc j'en ai aussi parlé, j'ai relayé un extrait de sa vidéo, il a été convoqué lui aussi, ainsi de suite. Voilà. Et tout cela a pour origine des signalements et des dépôts de plainte d'un groupe d'avocats pro-israéliens, dont Olivier Pardo, qui est l'avocat de Benjamin Netanyahou en France, et de Sarah Saldman, qui est une avocate qui fait des appels aux dons défiscalisés pour l'armée israélienne. Donc on a un État génocidaire gouverné par un individu, Benjamin Netanyahou, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la CPI pour crimes contre l'humanité, qui utilise ses relais en France pour emprisonner ceux qui critiquent l'État d'Israël. Voilà. Voilà, je ferme cette longue parenthèse et on va rentrer dans notre sujet avec Rachid Achachi, que je remercie encore une fois d'être là avec nous. Le thème, c'est un thème compliqué, c'est un thème lourd, la morale et le réalisme politique. Alors, cette émission va se diviser en deux parties. La première partie sera plutôt historique. On va interroger Rachid Achachi sur le réalisme politique. Et ensuite, donc sur le plan historique, et ensuite on va basculer dans une seconde partie, on va prendre des cas pratiques.
Alors, première question, Rachid, concernant le réalisme politique et la morale. Bon, il y a dans le discours politique d'un certain nombre d'analystes une distinction entre ceux qui tiennent un discours moral politique et ceux qui tiennent un discours ou qui produisent des analyses réalistes et qui sont, on peut dire, des héritiers de Machiavel, qui sont pas dans une posture immorale, mais plutôt amorale, c'est-à-dire une vision technicienne de la politique. Donc ma première question, c'est avant, parce on va venir à Machiavel, à la Renaissance et à la sécularisation, est-ce que avant la sécularisation, il y avait, dans les régimes traditionnels, que ce soit en Europe, l'Europe chrétienne ou dans le monde musulman, une cohabitation entre réalisme politique et morale politique? Est-ce que la morale était au-dessus du politique ou est-ce que la politique était entièrement régie par la morale religieuse? On Question t'écoute, Rachid. intéressante. Et bah, voilà, donc j'ai 30 minutes pour y répondre. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que avant d'être formalisé théoriquement, c'est-à-dire à partir de Machiavel, Thomas Hobbes, avec l'état de nature, et cetera, le réalisme existait de manière implicite, pas de manière explicite. Donc il y a plein de phénomènes, même la géopolitique, avant d'être formalisée, conceptualisée, elle existait. Seulement, on n'avait pas de mots pour désigner les catégories. Mais intuitivement, les gens agissaient et respectaient les règles du réel, au sens général du terme. Si on devait trouver les origines théoriques ou les fondements théoriques de ce qui va devenir l'école réaliste et puis plus tardivement l'école libérale, c'est-à-dire celle qui va réintroduire la morale en politique et en géopolitique, on peut remonter jusqu'à Platon et Aristote. Où d'un côté, on a Platon et toute la filiation platonicienne qui va s'inscrire dans une logique de mépris du réel. Le réel n'est qu'une déformation d'un monde idéal, pur et parfait, etc., qui échappe au temps, qui n'est pas contingent, etc. Donc le réel est méprisable. C'est pas lui qui va nous dicter la marche à suivre. Et puis il y a le monde des idées pures, inaltérables, qui lui est le vrai référentiel pour fonder un ordre politique. Et donc on retrouve ça dans l'œuvre de Platon avec la République, mais notamment avec d'autres dialogues où il fait intervenir le personnage fictif ou historique de Socrate, c'est un autre débat. Et de l'autre côté, on avait un Aristote qui, au contraire, part du réel pour en déduire un concept. Que le concept n'est pas éternel, le concept n'est que le reflet du réel. Et le réel étant changeant, étant contingent, le concept ne peut pas se prévaloir d'une éternité. Et donc, on a dès le départ, au niveau de la tradition occidentale philosophique, cette opposition entre le réel et le monde des idées que l'on retrouvera jusqu'au Moyen Âge avec les réalistes. Alors le réalisme des idées, ça n'a rien à voir avec le réalisme politique. Le réalisme des idées, c'est au contraire le platonisme, c'est-à-dire il n'y a de réel que l'idée. Et puis il y a les nominalistes, en fait il y a de réel que le réel. Donc il y a en filigrane toute cette tradition philosophique, ces doubles traditions philosophiques qui préparent le terrain à la formalisation politique plus tardive. Parce que quand on va parler de Machiavel, Machiavel s'inscrit dans la perspective d'une Renaissance italienne qui part de Florence, où la tradition philosophique traverse l'Italie depuis des siècles. On recommence à redécouvrir l'œuvre antique grecque, etc. Et on réintroduit cet élément-là. Maintenant, pour revenir aux sociétés traditionnelles. Comme j'ai dit, le réalisme ayant toujours été implicite, on peut le retrouver à chaque étape de l'Antiquité. Déjà, par exemple, au niveau des guerres puniques, où on a eu un cas d'école extraordinaire, notamment la deuxième guerre punique, lorsque Hannibal va marcher sur Rome, en traversant les Alpes, les Pyrénées, etc. Les Romains qui vont s'opposer à la marche d'Hannibal vont partir du monde des idées, c'est-à-dire la supériorité de Rome, de la discipline de l'armée romaine, les dieux sont avec nous, donc une forme de gauchisme à la romaine. Ils vont se prendre une raclée, puis une deuxième raclée, puis une troisième raclée, systématiquement. La bataille de Cannes et puis d'autres. Jusqu'au moment où ils se souviennent qu'il y a quand même un réel avec lequel il faut composer, et que les idées ne sont pas toujours fiables. Et là, ils nomment un dictateur, donc c'est Quintus Fabius, qui va changer radicalement de stratégie en s'adaptant au réel. En disant, premièrement, il ne faut surtout pas offrir à Hannibal ce qu'il veut, c'est-à-dire une bataille, faire un champ de bataille ouvert, et au contraire, il faut le priver de bataille. Donc on va se recroqueviller dans les villes et le laisser se balader un peu dans la campagne toscane et autour de Rome, mais ne surtout pas lui offrir de bataille. Et dans les temples romains, il y avait des armes. Il y avait des boucliers, des épées que l'on offrait aux dieux.
Donc un Suisse, il dit les dieux n'en ont pas besoin. Donc on va prendre ces armes et tous les métaux que l'on va trouver dans les temples, on va les faire fondre pour fabriquer des armes. Donc là, on est a priori dans une logique de blasphème pour les gauchistes romains, mais comment hostile allait piller les temples pour défendre Rome, tandis que lui est dans un réalisme à l'état pur. Seulement, il n'avait pas de mots pour nommer cette approche-là. Et il y avait des résistances, naturellement, parmi les plus bigots et les plus traditionnalistes des Romains. Mais finalement, c'est celui qui a épousé le réel et qui a respecté le réel, c'est-à-dire Quintus, qui va avoir raison au final. Et Rome va gagner. Mais elle va gagner dès le moment où elle va commencer à écouter le réel, à voir le réel, à le respecter, à l'épouser. Pour après pouvoir revenir aux valeurs ancestrales, etc. Donc c'est une forme de détour historique qui est nécessaire pour mieux défendre les idées que l'on prétend défendre. Et que la meilleure manière de les trahir est de les radicaliser, de les essentialiser au détriment du réel. Donc il y a toujours un dialogue à établir entre les idées auxquelles on est attaché et entre le réel tel qu'il est. Parce que le réel, c'est un enfoiré, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'entêté, le réel. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on l'ignore. On peut l'ignorer une fois, deux fois, trois fois, mais à un certain moment, il vient, il défonce la porte, il entame un dialogue avec toi, un dialogue qui est en général assez dur. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais à plusieurs reprises, il y a eu ce phénomène-là. Après, durant le Moyen Âge, avec le monothéisme qui a introduit l'idée d'universel, il y aurait une première tentative, en tout cas théorique, de faire fusionner la morale avec la politique, notamment avec l'invention du terme de la guerre juste. Donc, qu'est-ce qu'une guerre juste? Voilà, une guerre juste, c'est une guerre défensive en réponse à une agression. C'est une guerre qui défend une cause noble. C'est une guerre qui correspond à l'ordre divin, à la volonté de Dieu, etc. Et ça va donner lieu notamment aux croisades. Mais en même temps, à la même époque, au niveau de Byzance, les théologiens byzantins orthodoxes, par la suite, après le schisme, ne vont jamais comprendre ce que veut dire cette guerre juste. Pour eux, la seule guerre juste, c'est une guerre défensive, où on défend le territoire. Ce n'est pas une guerre où on se projette à des milliers de kilomètres comme les croisades, pour aller envahir un autre territoire. Et donc, on a déjà, à partir d'une même morale chrétienne, une divergence dans la manière avec laquelle on va projeter la morale sur la politique. D'ailleurs, les Donc, Byzantins, pour la parenthèse, les Byzantins ont subi les croisades. Enfin, les tout à croisés, je fait. crois, en 1240, avec le pillage de Constantinople par les croisés. Donc on peut aussi comprendre leur Un peu le relation réticence. à la, à la croisade et à la guerre, et à la guerre juste au-delà Mhm. de ses propres frontières. Tout à fait, une croisade qui a été détournée, qui était dirigée par les Francs et par les Vénitiens, et qui a d'ailleurs, porté un coup fatal à Constantinople dont elle va jamais se remettre, par la suite. Et donc on a cette projection-là, chrétienne au niveau de la guerre et du monde de la politique. Et on entre dans la logique, du papisme, puis après du césaropapisme. Et donc il y aura toujours un bras de fer entre un politique qui va vouloir s'émanciper de la tutelle religieuse et morale et entre une tutelle religieuse et morale qui va chercher à réinventer en permanence les moyens d'imposer son hégémonie spirituelle sur le pouvoir politique. Et donc ça explique globalement toute l'histoire de l'Europe occidentale, c'est-à-dire durant tout le Moyen Âge jusqu'à la Renaissance, jusqu'à la séparation totale, ou presque totale des deux, au moment de la Renaissance avec Machiavel au niveau théorique et puis plus tardivement au niveau politique. Après, on peut aller au niveau du monde musulman, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, pas la peine de voilà, déflorer le sujet maintenant. Mais là, c'est un aperçu rapide pour ne pas faire un long tunnel. Donc en fait, là, tu as parlé tu as fait un résumé historique de ce qu'est d'une façon le réalisme politique dans la réalité. Mmh. Ensuite, à partir de la Renaissance, avec Machiavel, effectivement, Machiavel apparaît dans un contexte historique bien précis, qui est celui de transition entre la pré-réforme au Moyen Âge, parce qu'en fait, avant Martin Luther, il y avait déjà des mouvements de pré-réformistes comme Marcille de Padoue, et qu'on va appeler abusivement l'avéroïsme, parce qu'en fait, on va prendre Averroès, des textes d'Averroès traduits de l'arabe au latin, on va lui faire, donc Ibn Rushd, on va lui faire dire ce qu'il ne dit pas, parce qu'Averroès, Ibn Rushd, lui, parlait de la distinction, pas de la séparation des affaires religieuses et des affaires sociales, l'ibadat ou al-mu'amalat, et en Europe, on va utiliser Averroès et lui faire dire ce qu'il ne dit pas, c'est-à-dire qu'il faut séparer le religieux du politique. Donc déjà avant Machiavel, il y avait une sécularisation médiévale qui est propre au monde européen et qui n'est pas propre au monde musulman. Simplement, Machiavel, lui, va aller au bout euh,
sur la voie politique de ce réalisme et va totalement écarter la dimension religieuse et morale. C'est pour ça qu'on va dire plus tard de Machiavel qu'il était immoral. Mais en fait, il n'était pas immoral, il était amoral. Et d'ailleurs, Schmitt, qui était aussi un historien de, de, comment on appelle ça, pardon, un historien de l'art, avait fait une comparaison entre Machiavel et l'art de la Renaissance. L'art de la Renaissance, notamment la peinture, collait à la réalité. On voit des peintures de la Renaissance, on a l'impression de voir des photographies. Et c'est véritablement l'époque du réalisme politique, philosophique, et, et dans le domaine, de l'art. Puis, il va y avoir la réforme protestante et les guerres religieuses opposant catholicisme et protestantisme, ce qui va donner lieu à la phase suivante de la sécularisation, avec Jean Bodin, Thomas Hobbes, etc., et la naissance de l'État moderne. Et là, on arrive dans une phase décisive du réalisme politique, puisque l'État, avec Jean Bodin, avec Hobbes, va peu à peu, pas à ce moment-là précisément, mais disons que la porte est ouverte, va s'émanciper de la morale religieuse, petit à petit. Parce que l'État va devenir souverain en lieu et place de Dieu. Et il va même être ce qu'appelle Thomas Hobbes dans le Léviathan, un petit Dieu. Donc là, on va entrer dans l'époque du réalisme et l'époque des traités de Westphalie de 1648 qui vont théoriser, et en fait ça va être l'origine du droit international, le droit européen va être à l'origine du droit international, qui vont théoriser l'égalité, en gros, formelle sur le papier entre les différents États et la non-ingérence, d'ailleurs tu as parlé des croisades, la non-ingérence dans les affaires des États voisins, l'équilibre entre les différentes puissances. Donc ça c'est euh, la phase de naissance de l'État moderne et du droit international. On va aller vite parce que sinon on va y passer des heures. Si tu permets juste, Ouais, vas-y. C'est un commentaire premièrement, enfin. je tiens juste à signaler que ceci est un mouchoir, juste au cas où, pour éviter tout malentendu. Et puis deuxièmement, alors il y a 2 étapes majeures que j'ai pas eu le temps d'évoquer et qui nous connectent directement à Machiavel, notamment, et puis par la suite aux autres, Thomas Hobbes, Jean Bodin, etc. C'est que l'Occident était prédisposé à terme à établir cette séparation de manière précoce par rapport à d'autres cultures. Premièrement, parce que déjà dans le christianisme, notamment catholique, avant la réforme protestante, il y a déjà cette idée de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, et à la séparation entre le profane et le sacré. Et que l'Ancien Testament ayant parachevé et dépassé, le Nouveau Testament ayant parachevé et dépassé l'Ancien Testament, on s'est retrouvé dans une Europe chrétienne moralement, au niveau de la doxa, mais qui n'avait pas de texte religieux pour punir, régir. Il n'y avait pas de jurisprudence évangélique. Et donc, c'était le prince qui décidait du droit qui allait être établi dans son territoire. Je donne un exemple. Contrairement au mythe, quand l'Inquisition offrait un procès, ce qui était déjà révolutionnaire à l'époque, à un accusé d'hérétisme ou autre chose, la condamnation d'hérésie était prononcée par l'Église. Mais la peine qui allait être exécutée, c'était le prince qui l'a décidé et qui l'exécutait. Donc ce n'était pas l'Église qui brûlait les gens, c'était le prince qui décidait de la peine en partant de la décision juridique, théologico-juridique de l'Église. Puis le deuxième élément marquant, qui est plus précoce et qui traverse l'histoire de l'Europe, c'est l'opposition entre Athènes et Rome, notamment au niveau de l'esthétique, et qui reflète ce rapport au réel. C'est que quand on voit la sculpture grecque, les sculptures grecques, c'est des sculptures idéales, c'est des sculptures pures, idéalistes, hyper musclées, la taille raffinée. Donc c'est l'homme idéal que l'on sculpte, et jamais l'homme réel, l'homme concret. Autant la femme avec des parties hypertrophiées que l'homme, etc. Par contre, quand on voit les sculptures, les statuaires romaines, c'était d'un réalisme absolu. C'est-à-dire, si l'empereur avait une verrue, on va le sculpter avec une verrue. S'il était chauve, on va le sculpter chauve. Et j'invite les gens à aller voir les statues romaines. C'est-à-dire, c'était les premières photographies. On ne cherchait pas à édulcorer.
on cherchait au contraire à graver dans l'éternité l'image du personnage que l'on va sculpter, qu'il s'agisse de l'empereur romain ou de n'importe quel autre personnage. Et au final, au moment de la Renaissance, on aura la résurgence de ces deux traditions esthétiques, d'une tradition qui se prévaut du réalisme romain. Donc, on va chercher à peindre le réel, effectivement. Et puis, une tradition grecque, puisqu'on est dans un contexte chrétien, qui va chercher à idéaliser les personnages qui vont être peints, notamment les peintures religieuses, les fresques qui vont être commandées par l'Église, etc. Et donc, le réel est toujours là. Il est là à travers l'héritage romain. D'ailleurs, le droit romain est toujours pratiqué aujourd'hui, un peu partout dans le monde, sauf dans le monde anglo-saxon, et qui est fondamentalement réaliste. Et même l'esthétique romaine et le rapport au réel continuent de structurer l'imaginaire occidental. L'imaginaire grec idéaliste existe encore. Et d'où le fait qu'on a toujours cette dichotomie au niveau du monde occidental entre un réalisme politique et entre un idéalisme politique, entre une droite et une gauche. Donc on a au fait toujours Rome et Athènes quelque part. Enfin, on a toujours Platon et Aristote en quelque sorte. Donc ça, c'est important pour comprendre l'héritage intellectuel à partir duquel des personnages comme Machiavel, comme Thomas Hobbes vont partir pour théoriser leur approche. Contrairement à Alors, d'autres qui vont demeurer réalistes, l'humanisme, etc. alors il y a une idée qui me vient en tête, quand tu parles de cette opposition entre, réalisme et idéalisme, on peut le retrouver au sein d'un même peuple et au sein d'une même classe dirigeante. Si Mhm. on prend, l'exemple de l'Allemagne, on voit par exemple dans la période bismarckienne un réalisme radical. C'est-à-dire, Bismarck fait l'Allemagne, il fait l'Empire allemand, il bat l'Autriche, mais il ne l'intègre pas, Mhm. il ne provoque pas les Anglais, il conclut un pacte secret avec la Russie, euh, il réalise un chef-d'œuvre de géopolitique réaliste. Mais il y a dans l'anthropologie allemande et dans la mentalité allemande une sorte de jusqu'au boutisme et même d'idéalisme qui va reprendre le dessus après Bismarck, la période de Guillaume II, où Guillaume II, par idéologie, parce qu'en fait il veut réaliser une sorte, lui, une partie des élites allemandes qui le poussent, il veut réaliser une sorte d'empire universel alors que ce n'est absolument pas euh, ça ne correspond ni à la culture ni à l'histoire allemande. Donc, il a provoqué les Anglais, faire une flotte pour rivaliser avec les Britanniques sur leur propre terrain, entre guillemets, sur leur élément naturel. Il ne va pas reconduire le pacte secret avec la Russie, et ce qui va conduire à la catastrophe de la Première Guerre mondiale, avec Guillaume II qui aura réussi à se mettre à dos tout le monde et détruire toute la politique bismarckienne. Donc on voit même au sein d'un même peuple, et on peut prendre d'autres cas, hein, le cas français ou autre, une opposition entre des réalistes et des idées et des idéologues. D'ailleurs, on en viendra à la question américaine et israélienne, où on voit encore cette opposition-là chez eux. Et donc je sais pas si tu as une remarque à faire Non, juste, sur... il y a un cas flagrant, non, tu as parfaitement raison. Il y a le Mm, cas flagrant dans le cas français, notamment l'opposition entre Napoléon Bonaparte et Talleyrand. Talleyrand a été qualifié de traître de ce qu'on veut, mais au final, c'était quelqu'un qui avait compris que la France n'avait ni les moyens ni la vocation de dominer toute l'Europe et qu'elle devait rester dans ses frontières naturelles. Et le fait qu'il ait comploté avec le tsar russe, etc., pour réfréner un peu l'élan idéaliste de Napoléon, c'était pas une trahison en réalité, mais c'était une tentative de maintenir une Europe équilibrée entre différentes puissances. Donc on a effectivement toujours eu au sein du sérail des gens idéalistes, où la plupart des cas, ça relève de l'ego. Donc je veux rentrer dans l'histoire et donc voilà, je veux de mon vivant voir un empire et j'ai pas le temps de respecter le réel et d'attendre 3 siècles. Et entre des gens qui comprennent qu'il y a une temporalité du réel qui n'est pas celle de la temporalité biologique d'un individu et qu'il y a des processus qui réclament du temps, et il y a d'autres qui sont impossibles tout simplement et qu'il ne faut pas enclencher. Après, je ne sais pas quelle est la part de la croyance dans ces exemples-là, de Bismarck et puis plus tardivement de Guillaume ou de Napoléon et de Talleyrand qui étaient contemporains, mais il y a également l'élément peut-être de la jeunesse, de l'ego qui peut rentrer dans le jeu et que l'ego peut jouer des tours dans une logique de négation du réel, avec une Et forme puis de narcissisme.
Et puis il y a les dynamiques historiques Hein? qui favorisent ce déploiement Mmh. de l'ego et cette croyance messianique Tout à fait. en son propre destin, puisque Napoléon se situe dans la continuité de la Révolution française qui était universaliste et en fait intrinsèquement, fondamentalement impérialiste, puisque l'idée Et était messianique. et messianique, et donc Mmh. d'abattre toutes les monarchies et d'étendre les lumières à tout le continent, voire au-delà. Et puis, on en vient donc là à la séquence suivante, donc sur notre propos, réalisme, morale en politique. On en arrive à la fin de la Première Guerre mondiale, où véritablement, en Europe, on va réintroduire de la morale en politique. Et ça va avoir des conséquences catastrophiques. Parce que tu en as parlé, tu as parlé de l'Europe chrétienne, et dans l'Europe chrétienne comme dans le monde musulman, il y a un socle civilisationnel et religieux, qui est le christianisme pour l'Europe. Et dans ce contexte-là, un roi et un pape ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et au niveau du droit, ils doivent, et c'est pareil dans le monde musulman, il y a une hiérarchie du droit et des sources du droit. Et le droit, qu'il soit civil ou religieux, doit se conformer à la loi divine. Or, avec, avec les guerres de religion, la naissance de l'État moderne et donc la naissance de l'État souverain, comme je l'ai dit, l'État moderne s'émancipe du droit religieux, et même il s'émancipe de Dieu, puisqu'il devient souverain en lieu et place de Dieu. Mais bon, avec le traité de Westphalie, on entre dans un réalisme juridique, égalité des États, etc., etc. Sauf que, à la fin de la Première Guerre mondiale, on va commencer par criminaliser l'ennemi, notamment Guillaume, et on va réintroduire le concept de guerre juste, mais sans le christianisme, et sans tout le socle et la hiérarchie cléricale, papale, qui est en mesure de dire ce qu'est une guerre juste ou non. Et d'ailleurs, les guerres légiférées par le pape, par l'autorité cléricale, servaient à limiter les dégâts dans les guerres entre chrétiens, et à décider si oui ou non une guerre contre des non chrétiens était une guerre juste. Sauf que là, avec la Première Guerre mondiale et la montée en puissance des États-Unis, ceux qui vont prendre la place du pape, je vais aller vite, ce sont les puissances dominantes, à savoir notamment les États-Unis, et ça va s'aggraver avec la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on a une réintroduction de la morale dans la politique et dans la géopolitique, ce qui ce qui va avoir des conséquences extrêmement graves en l'absence de référence religieuse et d'une autorité religieuse reconnue. Quel serait ton commentaire ou ton avis par rapport à cette histoire-là et ses conséquences concrètes sur le monde actuel? Ah, premièrement, le retour de la morale ou de valeurs prétendument morales en géopolitique et dans les relations internationales relève davantage d'un retour que je qualifierais de formel. En tout cas, un retour dans le discours, dans les alibis mis en avant et dans la méthode de diabolisation et de déshumanisation de l'ennemi. Mais derrière ce masque moral se cache toujours le même réalisme. C'est juste que le réalisme avance caché désormais et n'est plus explicite, comme ce fut le cas avant. Avant, il y avait des guerres pour des raisons objectives, pour un territoire, pour une population, par exemple, etc. Mais jamais il y avait de guerre pour la morale, sauf quand l'Église le prononçait. Mais quand des princes rivalisaient ou s'assiégeaient mutuellement, c'était principalement pour des raisons de fief, etc. Donc là, on a un retour formel, mais c'est toujours le réalisme qui avance masqué derrière. Alors, le danger de cette démarche, qui en réalité va aboutir à l'émergence définitive de l'école libérale dans les relations internationales,
Parce que ce qui va remplacer effectivement le clergé, la foi catholique, ça va être la foi libérale et l'universalisme libéral. Donc ça va être la lutte et la guerre au nom du bien, au nom de la démocratie, au nom de la liberté, qui va se prolonger tout au long de la guerre froide. On aura un axe du mal et un axe du bien. On retrouve tout le vocabulaire religieux en réalité. Et seulement le paradis et l'enfer désormais seront terrestres, ne vont plus relever de l'au-delà. Et que le paradis, c'est le monde marchand, c'est le monde démocratique, le monde libéral. L'enfer, c'est le totalitarisme soviétique, communiste, etc. Donc notre mission, nous les libéraux, c'est de sauver l'humanité de l'obscurantisme communiste et de les intégrer dans notre paradis idyllique. Donc c'est l'émergence de l'école libérale, mais qui cache en réalité l'école réaliste. Alors, le danger, effectivement, il y a quand même une rupture, une différence entre l'Église qui chapeautait tout cela et entre les libéraux qui chapeautent tout cela. Le danger a été pointé du doigt par Carl Schmitt. Parce que quand Carl Schmitt évacue la morale comme critère de distinction de l'ami et de l'ennemi, c'est-à-dire comme critère de fondation du politique, pas de la politique, mais du politique en tant que dimension structurante, il le fait pour mieux protéger la morale. Ce qui sépare Carl Schmitt de Machiavel, c'est que Carl Schmitt était réellement croyant. C'était un vrai catholique, pratiquant, etc. Machiavel, j'ai des doutes sur sa foi. Alors, ce qui fait que la séparation n'est pas de même nature. Carl Schmitt nous dit tout simplement que le danger d'utiliser la morale pour désigner l'ami et l'ennemi est que si l'ennemi est ennemi pour des raisons morales ou religieuses, ça devient un ennemi total et intégral. Et que le seul moyen de le battre, c'est de l'éradiquer. Parce qu'effectivement, si quelqu'un est attaché à une religion, on peut très difficilement le convertir. Donc en général, il faut le liquider. Et donc c'est la porte ouverte à la guerre totale. Par contre, si l'ennemi est désigné sur une base politique, donc c'est un ennemi contingent. Parce qu'effectivement, il peut revoir sa politique, on peut revoir les rapports de force, on peut trouver un compromis et il quitte la case de l'ennemi pour intégrer la case de l'ami. Par contre, si quelqu'un est ennemi parce qu'il est catholique ou parce qu'il est musulman, c'est un ennemi pour toujours. Et c'est un ennemi qu'il faudra combattre jusqu'à l'épuration ethnique, jusqu'au génocide, jusqu'à la disparition totale de l'ennemi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Depuis l'avènement de la thalassocratie anglo-saxonne, la manière de faire la guerre est devenue une manière génocidaire de faire la guerre. C'est le fait d'affamer toute la population par une logique de sanctions économiques, d'embargo, d'étouffement, et on retrouve l'image mythique kabbalistique reprise par Carl Schmitt du Léviathan et du Behemoth. Et le Léviathan est un monstre marin qui étouffe le Behemoth dans cette lutte des fins des temps. Et donc on entre dans une logique génocidaire au nom des droits de l'homme, au nom de la libre circulation des marchandises, au nom du libre-échange, etc. On a Ce vu que en tu veux Irak. dire, ce que tu veux dire par là, pour que les gens comprennent bien, ceux qui nous écoutent, c'est que on n'est plus dans la guerre classique, comme l'explique Schmitt, entre deux États, entre deux armées. On est dans une guerre contre l'État et sa population sans distinction entre l'armée et le peuple. Mhm. Et d'ailleurs, on peut le lire. Moshe Feiglin, qui avait publié son plan pour Gaza en 2014, qui est appliqué aujourd'hui depuis 2023, parlait de population ennemie. Donc, ce que tu veux dire, c'est que l'État-lassocratie, et on va dire même judéo-protestante, Mhm. ne font pas la distinction entre l'État et le peuple, entre une armée et les civils. Et on en voit les Oui, conséquences aujourd'hui. ils vont même plus loin, c'est-à-dire qu'ils considèrent que si le peuple tolère ce dictateur et ne se révolte pas contre lui, c'est que quelque part il est complice, qu'il est solidaire de ce dictateur. Et donc l'unique moyen d'amener ce peuple-là à se révolter, c'est de l'amener à un état de famine et un état de déshérence et de pauvreté et de choc, d'où la stratégie de choc, etc., de nature à faire chuter le régime. Et ils n'ont pas de problème, on a vu la célèbre entretien de Madeleine Albright, voilà, où elle justifie tranquillement la mort de centaines de milliers d'enfants. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Oui, mais c'est dangereux ça, Rachid, Assumé. parce que oui, mais c'est Ah, mais je suis dangereux. pas libéral, moi. Non, 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 non. Ce que Ouais, je veux je dire, veux c'est dire, ce que tu fais ouais. remarquer est dangereux, parce que si on entre dans leur logique et qu'on dit, voilà, il y a un État qui est responsable de massacres, de génocides, et que si le peuple ne se révolte pas contre Exactement. l'État qui fait cela, il est donc responsable. Donc il y aurait une responsabilité collective. Ça voudrait Effectivement. dire que le peuple israélien a une responsabilité collective dans le génocide. Ils seraient tous coupables. Mais c'est ça le danger, c'est qu'au fait, ils appliquent ce qu'ils reprochent à ceux qu'ils qualifient de terroristes.
Parce que quand le terroriste va se faire péter dans un arrêt de bus en tuant des civils, moi je suis contre, mais restons dans leur logique à eux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, je ne vais pas tuer des soldats de Tsahal, je vais tuer des civils israéliens. Mais ils sont solidaires de leur armée. Et ils ont tous servi dans l'armée, que quelque part, ils sont tous des militaires. Et donc, je peux les tuer. Alors, on trouve ça horrible, effectivement, à juste titre. Parce qu'il y a des enfants, il y a des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui meurent. Mais au fait, ce n'est même pas ces gars-là qui ont inventé cette méthode, ce sont effectivement les thalassocraties qui l'ont inventée, mais qui l'ont inventée à une échelle industrielle. En affamant tout un peuple, en bombardant tout un peuple, même en génocidant des peuples entiers, comme les Amérindiens, comme les aborigènes d'Australie, et comme Donc dans d'autres il y continents. aurait, en fait, et là, en fait, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, qui renvoie aux travaux d'ailleurs de René Girard, c'est le mimétisme. Donc, si Ouais. on prend l'histoire des organisations de résistance, que ce soit contre les différents empires, ou là, pour le cas actuel, dans le cas d'Israël et des Palestiniens, on pourrait dire donc qu'il y a un effet mimétique des organisations qui s'opposent à l'État d'Israël ou aux différents empires, en appliquant exactement les mêmes méthodes que l'ennemi. Parce que si on prend par exemple l'histoire du sionisme, du foyer national juif, avant la création de l'État d'Israël, avec les différentes milices juives qualifiées de terroristes, d'ailleurs par de nombreux historiens, ils s'attaquaient sans distinction aux civils palestiniens comme aux combattants palestiniens. Puis, on va avoir et beaucoup étaient de gauche, travaillistes, et d'autres étaient d'extrême droite, donc les travaillistes et ceux qu'on appelle les sionistes révisionnistes. Puis quand on va avoir des organisations palestiniennes de résistance, il va y avoir effectivement des méthodes terroristes, je dirais pas similaires à celles de l'Irgun, etc., mais qui vont d'une certaine façon les imiter, en ne faisant pas de distinction entre l'État colonisateur et les civils, que ce soit les civils sur le sol palestinien occupé par Israël, ou des civils israéliens ou occidentaux avec des prises d'otages, etc., et des civils qui sont tués. Donc là, ce que tu évoques, c'est aussi donc un effet mimétique, et donc on va qualifier de terroristes ceux qui vont employer des méthodes similaires à celles que nous, les colons, nous, les impérialistes, avons utilisées. Tout à fait, c'est une différence de degré, mais pas de nature. Mais alors, le mimétisme s'alimente également d'une logique de vendetta et d'enclenchement d'engrenage de violence, parce qu'effectivement, on peut être le plus moraliste du monde, le plus respectueux des civils, etc. Mais si on vient tuer vos enfants, votre femme, vos voisins, votre famille, à certains moments, vous êtes obligé d'épouser la méthode de l'ennemi et de dire pourquoi mes enfants et pas les siens. Donc on est dans une logique où la violence engendre une violence en miroir qui réplique les mêmes méthodes. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant de voir que des responsables israéliens, même un ministre, a dit que, au fait, ce ne sont pas des enfants palestiniens qui meurent à Gaza, mais ce sont de futurs combattants du Hamas. Un ministre israélien appelle les soldats à écraser sur le roc les enfants de l'ennemi. עושים לו טלפון בהפתעה. תדע לי, אחי. אנחנו עושים פה ציונות בהפתעה, אתה שומע? כן. יפה, יש לי פה, תסתכל. חבורת לוחמים מדהימה. הולכת להילחם, להיכנס פה בשיא הכוח. אני צריך 30 שניות של ציונות. אין בעיה, שומעים אותי? שומעים אותי. לוחמים יקרים וגיבורים. לא רק עיני עם ישראל נשואות אליכם, אלא עיניהם של דורות על גבי דורות, שהופו והושפלו ונוסו ונהרגו, ובלי היכולת שלהם להגן על עצמם. הם קיבלו וחלמו שיום אחד יקום עם מעפר, ויאחוז ונשקו ויכה באויביו. אשרי שיוחז ונפץ אותו ללייך אל הסלע. אמר משורר תהילים, ואתם זוכים, אשריכם. הנשק שאתם אוחזים בו הוא החרב ההיסטורית שערפה את ראשו של גוליית הרשע שהגיע לחרף את מערכות ישראל. האומץ והתושייה שלכם תיכתב בפרק תולדות עמנו לזיכרון עולם. אשפים לכם, שובו בשלום, ועטרת ניצחון תיאטריכם. Dans cet extrait, Isaac Wasserloff cite le psaume 137 de la Bible. Membre du parti d'extrême droite Otzma Yehudit, pouvoir juif, il avait déclaré en avril 2024 qu'une victoire totale d'Israël signifierait le retour des colonies israéliennes dans la bande de Gaza. Pour justifier la mort d'enfants. C'est des futurs terroristes qu'on tue. Parce que dans ces milieux, ils ne peuvent devenir que terroristes par la suite. Donc
En quoi un Palestinien qui va décider de tuer un enfant israélien serait-il différent de cet Israélien? Et c'est ça le danger. Parce qu'au fait, la barbarie, effectivement, elle se nourrit de ce mimétisme-là. Mais, comment dire, juste pour clarifier les propos, alors quand on parle du monde anglo-saxon ou judéo-protestant, il ne faut pas le voir comme certains le voient, comme étant l'avant-garde de la modernité et, comment dire, la forme la plus aboutie de l'Occident. Au contraire, c'est un retour extrêmement brutal à l'archaïsme le plus archaïque. Parce que cette logique de la faute collective, c'est une logique tribale et tribaliste. Alors que la modernité a fait émerger l'individu avec une responsabilité individuelle. Et donc on voit bien qu'il y a un contraste entre le masque que portent ces gens-là, qui est le masque des droits de l'homme, de l'école libérale, qui ne tolère aucunement la responsabilité collective, et entre la réalité fondamentalement vétérotestamentaire, tribaliste, ethniciste, même du côté protestant, pas uniquement du côté juif, qui effectivement trahit intégralement le masque qu'elle porte et qui ramène toujours la logique à une faute collective où tout un peuple mérite effectivement d'être massacré en raison de la faute éventuelle de quelques-uns d'entre eux. Donc au fait, on n'a jamais été dans un vrai réalisme, dans un vrai libéralisme dans les relations internationales. Ça a toujours été un masque et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les guerres humanitaires. Alors, quand les gens entendent guerre humanitaire, ils croient qu'on bombarde avec des fleurs. Non, on bombarde avec des bombes napalm, avec des bombes qui tuent des milliers de personnes, mais c'est au nom des droits de l'homme. Il n'y a personne qui a mieux tourné en ridicule tout ça que Dieudonné, par rapport à la guerre juste, la guerre propre. Oui, oui, le bureau est propre. Ah oui, c'est ça. Mais voilà, tout est propre, mais la guerre ne l'est pas. Donc la guerre humanitaire, c'est une déformation et une trahison totale du concept chrétien de guerre juste, en quelque sorte. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de clergé pour veiller à ce qu'elle ne quitte pas la volonté de Dieu, puisqu'il n'y a plus de volonté de Dieu. Donc c'est la volonté de l'élite oligarchique. On est sorti du cadre chrétien et on est sorti du cadre de la guerre traditionnelle des puissances terrestres. On en est sorti par le basculement du monde vers la puissance océanique, parce que là on n'est même plus dans la puissance thalassocratique maritime ancienne. On est avec à partir de la Grande-Bretagne dans une thalassocratie à l'échelle planétaire. Et le deuxième élément de rupture est religieux, puisque avec le protestantisme dans sa forme calviniste puis ses dérivés, on a une régression vers la Bible hébraïque, vers l'Ancien Testament, notamment le Deutéronome, le livre de Josué, où il n'est pas question de combattre une armée, mais de combattre un peuple et de l'exterminer. Dans le livre de Josué, c'est écrit noir sur blanc concernant Jéricho, concernant Haï, tu feras à Haï ce que tu as fait à Jéricho, nulle âme, nulle personne ne survivra, tout le monde passera au fil de l'épée, l'homme, le femme, l'enfant, l'animal, Même les animaux, et tu brûleras la cité. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. C'est la guerre totale. À Gaza. D'ailleurs, si on prend le monde musulman, et il y a eu un point de rupture dans le monde arabe à partir de l'islam, et plus précisément à partir de la charte de Médine, qui rompt avec le tribalisme. C'est-à-dire que dans la charte de Médine, il est écrit très clairement que si un membre de votre famille a commis un crime, eh bien cette personne-là doit être jugée pour ses crimes et non pas comme et ne doit pas être protégée comme étant membre de telle famille ou de telle tribu. Il y a eu véritablement une rupture avec le tribalisme dans le monde musulman, ce que le monde non musulman ignore. Et que ce soit avec le christianisme, qui est une histoire totalement différente, puisque la législation est post-christique, et avec le monde musulman où les débuts de la législation quand même contemporain du prophète, notamment à Médine, il y a une rupture avec le tribalisme. Et la thalassocratie, le monde judéo-protestant va véritablement rompre avec la tradition chrétienne, la tradition musulmane et la tradition romaine, du droit romain. Alors, là, on a fait, je pense, un tour d'horizon assez vaste sur le plan idéologique et historique. Alors, si tu permets juste une petite parenthèse rapidement, vas-y. Pour apporter un élément de compréhension, pour expliquer pourquoi des protestants européens, à la base,
se sont retrouvés dans le même camp et dans le même paradigme, dans la manière de faire la guerre, de penser la guerre, que des juifs dont l'imaginaire est sémite. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont pas, la majorité n'est pas sémite. Sinon, la totalité aujourd'hui presque n'est plus sémite. Comment expliquer que les deux se retrouvent parfaitement dans la manière de penser la guerre? C'est qu'en réalité, par-delà les appartenances religieuses et ethniques, en fait, on a deux types de populations qui ne peuvent penser la guerre autrement. C'est leur seule manière de penser la guerre, c'est-à-dire la manière génocidaire. C'est d'un côté les thalassocraties, qu'il s'agisse même de l'Antiquité, on peut revenir, et les nomades. Pourquoi? Parce que les deux, dans toutes les guerres dans lesquelles ils sont engagés, ils se retrouvent dans un schéma minoritaire démographiquement. Notamment parce que quand on parle des thalassocraties réelles, il s'agit des peuples des îles, donc c'est une île et qui effectivement n'a pas la même croissance démographique, n'a pas les mêmes capacités d'accumulation de la nourriture, de capital que les grands pays continentaux. Et les nomades, naturellement, sont toujours minoritaires dans tous les pays du monde, à part la Mauritanie peut-être, parce que effectivement leur mode de vie ne permet pas une démographie exponentielle. Parce qu'ils dépendent du bétail et leur démographie est alignée sur la démographie du bétail. S'il y a trop de monde, ils vont bouffer tout le bétail et ils meurent de faim après. Et donc, il y a une maîtrise de la fécondité chez le nomade pour ne jamais mettre en danger le clan. Or, quand on est minoritaire et qu'on veut prendre le territoire d'un peuple majoritaire, globalement, le génocide devient une option relativement intéressante parce qu'on ne pourra pas contrôler un peuple 10 fois plus nombreux que soi. Pareil Le pour les nettoyage peuples ethnique et le génocide. Nettoyage ethnique le et génocide, génocide. tout à fait. Effectivement. Et donc, au fait, ils ont deux options dans la guerre. C'est soit les razzias, c'est-à-dire on va piller les villages quand les mecs ne sont pas là. Voilà, vous volez les femmes, les grains, etc. Pareil pour les marins, les pirates. Voilà, ils évitent de se confronter aux grandes armées et donc ils fuient rapidement dans la mer dès que l'ennemi arrive. Ou bien c'est le génocide et l'épuration ethnique. Alors, ces peuples peuvent être sédentarisés, par exemple les nomades, mais ils gardent l'imaginaire, cette angoisse profonde d'être minoritaire et d'être toujours menacé par un peuple majoritaire. Et cette angoisse, on la retrouve chez le peuple juif partout, où il vit toujours dans un sentiment de persécution, souvent imaginaire, qu'il a hérité de sa situation minoritaire nomade il y a des milliers d'années. Donc là où il y aura des communautés juives, elles vont toujours voir la majorité qui peut être bienveillante, qui peut être gentille, mais ils vont toujours voir cette majorité comme un danger et qu'il faut la liquider, qu'il faut liquider leur identité, qu'il faut liquider leur foi, parce qu'elle représente un danger pour nous, juifs minoritaires, éternellement persécutés. Donc cet imaginaire voyage dans le temps. Et après, il devient indépendant du fait que les juifs vont être sédentaires ou pas sédentaires. Pareil pour les peuples marins, maritimes, qui vont fonder les thalassocraties. Ils vont toujours garder cette idée que le continent est le danger éternel. Que les Anglais continuent à perpétuer comme idée. Le continent et le danger perpétuel, il faut toujours le diviser, il faut toujours créer des troubles, créer des guerres sur le continent pour éviter que le continent n'envahisse l'île. Et donc cette peur de l'envahissement et cette peur de la minorité est un peu le substrat le plus profond dans l'imaginaire de ces deux catégories de peuples qui après va être suralimenté par la religion juive, l'Ancien Testament, et puis par le protestantisme qui va également puiser dans l'Ancien Testament. Et qui fait qu'au fait, pirates et nomades, c'est globalement la même chose dans la manière de penser la guerre. Donc aujourd'hui, le monde est dirigé par des pirates et des nomades. C'est ça un peu. Et qui ne peuvent pas être fondateurs de civilisation. Non, pas du tout. Au contraire, ils ne font qu'archaïser le monde davantage. La civilisation commence par la sédentarité. Vous ne pouvez pas, je veux dire, que ce soit avec la Mésopotamie, l'Égypte, etc. Ça peut être des nomades dans un premier temps qui se sédentarisent et à partir de là, je veux dire, les nomades ne viennent pas avec leurs pyramides. Il faut d'abord qu'ils On est d'accord. On est d'accord. C'est un peu compliqué, effectivement. Et d'ailleurs, tu parlais de nomadisme et des dégâts que provoquent les nomades. On retrouve cette critique-là chez Ibn Khaldoun au XIVe siècle, qui est lui musulman, sédentaire, qui est civilisé et qui critique les invasions, je crois que c'était à l'époque les invasions des ilaliennes, voilà, et qui semaient le chaos, qui étaient eux-mêmes des Arabes musulmans, mais qui n'avaient pas embrassé encore d'une certaine façon la civilisation islamique. Il est comparé à une invasion de sauterelles qui ne laissait rien sur le passage. Ouais. Ah oui, non, mais il est extrêmement dur, Ibn Khaldoun, extrêmement intelligent, extrêmement profond, mais extrêmement brutal dans sa forme, voilà, d'expression. Mais c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on comprend en le lisant, c'est qu'on ne peut, même si on est musulman, on n'adhère pas à la civilisation islamique ou autre tant qu'on n'est pas véritablement sédentarisé.
Tout à fait. Et donc, on comprend là ton propos et ton analyse qui est très intéressante, qu'il va falloir extraire de cette vidéo et diffuser. Non, parce que c'est très important, c'est très important. C'est un angle de vue assez inédit. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, les cas pratiques. Mhm. Je disais tout à l'heure, on peut retrouver au sein d'une même nation, au sein d'un même establishment, une opposition entre euh, réalistes et idéologues. Parce que tout à l'heure, tu avais dit effectivement que l'idéologie, le discours moral en politique n'est que le masque pour faire avancer des objectifs politiques réalistes. Mhm. Oui, mais aussi, on peut dire qu'il y a dans ce discours-là moral, que ce soit aux États-Unis ou avec les Lumières, les révolutionnaires, une forme de religion sécularisée. Par exemple, aux États-Unis, les démocrates vont être les héritiers d'un évangélisme véritablement religieux, avec le concept de destinée manifeste, mais sécularisé. C'est-à-dire que ce n'est plus, nous sommes plus une nation messianique choisie par Dieu, mais nous sommes une nation messianique libérale qui allons apporter le libéralisme et la liberté au monde entier. D'ailleurs, les textes de Woodrow Wilson sont très nets de ce point de vue-là. Il parle de cela. Il dit nous sommes la nation choisie pour apporter le libéralisme, la liberté au reste du monde. Donc on peut dire qu'il y a les deux. Et aujourd'hui aux États-Unis, on a vu avec cette forme de bascule, la première élection de Donald Trump, le retour au pouvoir des démocrates et le retour de Donald Trump, une opposition entre, je vais être schématique, caricatural, parce que les choses sont beaucoup plus nuancées que cela, beaucoup plus grises. Il y a d'un côté le Parti démocrate qui est en fait à la fois globaliste et néoconservateur, qui a subi une transformation qui est aussi la conséquence d'une fusion entre deux courants qui apparaissent antagonistes mais qui ont fini par fusionner, les globalistes et les néoconservateurs. Et en face, Trump, qui est qui appartient à une tradition, on dit jacksonienne, mais aussi isolationniste. Alors quand on dit isolationniste, attention, hein, c'est pas l'isolement total, on se sépare du monde. L'isolationnisme, c'est la doctrine Monroe, c'est-à-dire maintenir une sphère d'influence importante, ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental, jusqu'à un certain point de l'Atlantique, et le contrôle de toute l'Amérique du Sud, ce qui est déjà pas rien. Hein. Voilà. Et donc, Donald Trump serait l'héritier de ce mouvement-là, isolationniste et réaliste, dans le sens où ce qui l'intéresserait, ce ne sont que les intérêts des États-Unis, de l'État américain. Mais on voit quand même au sein de l'administration Trump une opposition interne avec des éléments, il y a beaucoup moins d'éléments globalistes, mais des éléments néoconservateurs qui sont toujours là, avec le lobby pro-israélien, etc., qui parasitent cette politique et qui donnent l'impression, en plus du style de Trump, qui est quand même assez particulier, parce que Trump est un personnage qui dit une chose et son contraire, qui n'affiche pas en fait ses objectifs politiques et économiques de façon très claire et très nette, il joue sur le flou. Donc est-ce que selon toi, on est véritablement dans une bascule vers un réalisme politique des États-Unis, ou alors Trump n'est qu'une façade d'une politique américaine qui est dans sa continuité et dont il ne faut rien attendre? Non, je reste convaincu, jusqu'à preuve du contraire, que par-delà Trump et à une échelle globale planétaire, nous assistons à un retour brutal à un réalisme à l'ancienne, où effectivement les alibis humanistes, libéraux ou marxistes, comme à une époque donnée, vont être graduellement évacués. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'idées, parce que même derrière Trump et derrière le mouvement trumpiste, il y a la résurgence d'un conservatisme américain.
donc de valeurs chrétiennes, contre l'avortement, contre les LGBT, contre le wokisme. Donc en fait, ce n'est pas uniquement le recul de la doxa libérale mondialiste, mais c'est également le retour graduel d'un autre messianisme, entre guillemets, fondé sur d'autres valeurs rivales. Mais comme la nature ne repasse pas les plats et que toute pensée réactionnaire ne peut donner lieu qu'à une caricature, on ne pourra jamais rétablir ce conservatisme aux États-Unis, comme ce fut le cas dans les années 40 ou dans les années 50. Donc, au final, on ira vers un réalisme pur. Donc, il y a une phase transitoire où il y a une résurgence du conservatisme américain, mais au final, même ce conservatisme va céder le pas à un réalisme à l'état pur. Et le phénomène peut se retrouver partout, en Chine, en Russie, dans une partie de l'Europe de l'Est. Et donc, on entre dans une période qui, politiquement, va quitter graduellement le schéma de la démocratie représentative, puisque c'est le libéralisme qui est en déclin, et s'il est en déclin, il est en déclin à tous les niveaux, pas uniquement au niveau des relations internationales, mais même au niveau de la politique. Et on va entrer dans une période de césarisme, où on va retrouver des figures de César un peu partout. Déjà, Poutine en Russie, Xi Jinping en Chine, Erdogan en Turquie, Trump, on parle aujourd'hui de troisième mandat pour Trump. Il y a même des philosophes qui en amont réfléchissent, et qui sont lus d'ailleurs par Vance et par d'autres, qui théorisent une monarchie technologique pour les États-Unis, en citant d'ailleurs comme exemple que les entreprises familiales sont les plus performantes, celles qui s'inscrivent dans 4-5 générations, parce qu'il y a un cumul de savoir-faire, il y a une logique de pérenniser l'affaire et de la transmettre, et que la monarchie serait une bonne solution pour le monde occidental et notamment pour les États-Unis. Et même la défense de la monarchie ne se fait pas au nom de la volonté de Dieu, où c'est le lieutenant du Christ. Non, pas du tout. Sur un plan réaliste. C'est-à-dire, on a des philosophes aujourd'hui qui nous disent que la monarchie est bonne parce qu'elle est efficace, pas parce qu'elle est morale ou parce que c'est la volonté de Dieu. Et donc, à tous les niveaux, effectivement, on entre dans une phase réaliste à laquelle la plupart des gens ne sont pas prêts. Parce que la plupart des gens ont été contaminés par le discours libéral, par le discours gauchiste, et aujourd'hui, ils n'ont pas les clés pour comprendre le monde dans lequel on va, qui est un monde qui se multipolarise davantage, qui est un monde où des gens comme Trump peuvent respecter Poutine et Poutine respecter Trump et parler librement, tranquillement, alors que ça choque beaucoup de gens qui parlent de trahison de Trump, qui négocient avec l'ennemi, qui parlent gentiment de l'ennemi, mais parce qu'ils sont sur le terrain du réel, ils ont le même langage, ils ont la même vision des Est-ce qu'on choses. Et est-ce ça qu'on peut annonce pas dire moins de guerres violentes, en réalité. est-ce qu'on peut pas dire dans ce cas-là que on a aussi basculé historiquement du point de vue du soft power? Parce que jusque-là, ceux qui exerçaient le soft power sur le monde étaient les États-Unis avec Hollywood, etc. Mais là, il y aurait une sorte de soft power d'un nouveau genre où l'efficacité politique et économique d'un pays comme la Tout à fait. Russie, d'un pays comme la Chine, va s'exercer de plus en plus sur les États occidentaux, sur les classes dirigeantes occidentales. Tu l'as dit tout à l'heure, quand tu parlais du réalisme, tu parlais de l'éternel retour du réel, et quand tu ignores le réel, parce qu'en fait, quand le libéralisme euh, dérive et devient une forme de religion, il s'éloigne du réel, comme le communisme. Et là, le rapport de force géopolitique mondial, le rapport de force économique, fait que les États-Unis, en relative position de faiblesse, sont obligés, d'une certaine façon, de prendre exemple sur le césarisme russe ou le césarisme chinois, et donc la mise en marche même intellectuelle de gens aux États-Unis qui réfléchissent à sortir de cette alternance qui ne permet pas une continuité politique sur Sur la le temps durée. long, Donc, tout à donc, fait. donc ce serait un mix de Hegel et de René Girard, c'est-à-dire une dialectique dans le mimétisme. Oui, alors sachant que Hegel considérait que les émotions étaient une ruse de la raison et de l'histoire. C'est que l'histoire est portée par un mouvement de la raison qui se déploie dans le monde, mais la raison pour avancer a besoin de l'émotion, pour instrumentaliser des gens, pour aller, etc. Donc effectivement, ça pourrait être un mix intéressant. Donc Mais Trump est l'instrument de la raison dans l'histoire. tout à fait, tout à fait. Donc il prépare quelque chose qui le dépasse, effectivement. Ce que je voulais dire, c'est que, comment dire, on a... Ah, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais Qu'est-ce que... Je tu suis en train de pourras y réfléchir. revenir si ça te revient. Ouais, je vais revenir après.
Oui, bon, alors l'idée, c'est qu'on va vers un monde qui va être sécularisé à nouveau d'une autre manière, malgré une tentative de résurgence d'un certain conservatisme, mais qui n'arrive pas à prendre pied au niveau des populations. Prenons par exemple, oui, là je me souviens, et c'est dans la continuité de ce que je suis en train de dire. Prenons l'exemple de la Russie. Alors, la Russie a tenté d'établir un soft power au niveau du monde occidental, par Russia Today, Sputnik, etc., qui a quand même été redoutablement efficace, qui a permis que beaucoup de gens dans le monde occidental, notamment au niveau de la droite, de l'extrême droite, et de ce qu'on appelle l'extrême droite, voient Poutine comme une alternative crédible à l'ordre occidental et voient le modèle russe comme le modèle à suivre, au niveau du retour de valeurs, au niveau du retour du conservatisme, etc. Et dans son voisinage immédiat, ce qu'elle appelle son étranger proche, elle a tenté d'exporter l'idée du monde russe. C'est qu'en étant avec la Russie dans le même monde que l'on partage depuis des siècles, en fait, vous pouvez partager vos valeurs, protéger vos valeurs, la famille, etc. Ce qui permet de réunir les musulmans tchétchènes avec les Russes orthodoxes, avec les bourriates bouddhistes, avec etc. Parce que les dénominateurs communs, c'est l'attachement aux valeurs familiales, à la foi, peu importe la forme qu'elle prend. Mais le problème, c'est que ça a été un échec relatif dans son voisinage. C'est que l'idée a séduit à l'intérieur de la Russie, mais dans son voisinage immédiat, ce que les gens attendaient pour tendre vers la Russie, c'est qu'elle soit davantage attractive économiquement et pas philosophiquement. Donc aujourd'hui, ce qui va marcher en tant que soft power, est-ce que des pays commencent à comprendre, c'est que l'unique moyen de séduire d'autres peuples, d'autres pays, c'est d'être attractif économiquement, c'est d'être efficace économiquement et de Mais c'est démontrer que mais c'est le cas maintenant en Russie, non? Qui est devenue, bah, je crois, la quatrième puissance économique mondiale en parité de pouvoir d'achat. oui, mais avec une guerre de retard, ce qu'il fallait faire avant la guerre, à la place de la guerre. C'est que si on prend la population ukrainienne, elle avait le choix entre quoi? Elle avait le choix entre le nationalisme ukrainien le plus chauviniste et entre le monde russe, qui considère les Ukrainiens comme les petits frères, etc., donc toujours dans une logique paternaliste. Par contre, si les Ukrainiens, qui sont un peuple pragmatique comme tous les peuples, avaient le choix entre la folie chauviniste, bandériste qu'il leur est proposée, et de l'autre côté un modèle russe efficace économiquement, rayonnant économiquement, ouvert économiquement, ça aurait été peut-être plus tentant qu'un ensemble de concepts articulés plus ou moins bien autour de l'idée du monde russe. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que les gens, à la base, avant d'être des gens croyants, des gens attachés à des idées, ce sont des gens pragmatiques. Et que le modèle économique... Je prends un exemple très simple qui va rendre beaucoup de gens mécontents. Dans le monde musulman, par exemple au Maghreb, il y a beaucoup de gens qui crachent sur l'Occident. Qui le vomissent, parce que les LGBT, parce que les familles, etc., et qui ne veulent pas que les réformes occidentales soient appliquées dans leur pays. Mais quand on voit la dynamique des flux migratoires, je pense qu'on est d'accord qu'on n'a jamais vu des Allemands aller risquer leur vie en Méditerranée pour traverser et venir en Algérie ou au Maroc. Donc c'est toujours du côté du Maghreb que l'on va. Donc il y a quand même quelque chose de plus puissant que l'attachement aux valeurs. C'est l'attractivité économique, qui est de moins en moins vrai depuis Oui, quelques oui, temps. aujourd'hui, Voilà. c'est un mirage. Ouais. Oui, mais qui a été vrai pendant les 30 Glorieuses, tu vois? Ce que Ouais. je veux dire, c'est que des Ouais. gens considèrent que l'Occident est un système d'anti-valeurs, mais je vais y aller quand même parce qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ma foi. Et c'est l'attractivité économique, la possibilité de faire un capital, une épargne et de réinvestir dans le bled et de revenir passer sa retraite dans le bled. Ce phénomène, peut-être caricatural, n'est pas contingent, il est propre à la nature humaine, qui est fondamentalement pragmatique. Et donc aujourd'hui, ce qui va marcher le plus en tant que soft power, ça va plus être d'exporter une idéologie, mais ça va être d'exporter un modèle redoutablement efficace et qui marche, et qui a intérêt à être dupliqué par d'autres populations. Aujourd'hui, ce que l'on voit du point de vue économique, c'est que les pays qui réussissent économiquement, ce sont notamment la Russie et la Chine, et, et que le monde occidental, lui, a choisi la voie de l'autodestruction économique. Et le monde tiers, on va dire, qui fait partie du sud global, mais bon, on peut pas mettre la Chine, la Russie, le Maroc et le Sénégal dans le même bloc. Mais en tout cas, il peut y avoir une influence sur un certain nombre de pays en voie de développement ou en développement, notamment en Afrique, qui divorcent du modèle occidental, parce qu'en plus, c'est un modèle qui ne fonctionne pas, que ce soit au niveau des mœurs, la famille, etc., au niveau économique. En fait, il y a un suicide global, collectif, à tous les niveaux.
au niveau social, sociétal et économique. Alors qu'on voit du côté de la Russie et de la Chine, même s'il y a des imperfections, comme disait Bainville, dans l'histoire humaine, tout a toujours mal fonctionné. Voilà. Donc il n'y a pas de modèle idéal, et la Russie et la Chine ne sont pas des modèles idéaux. Mais il y a une réussite économique du côté russe et chinois qui se combine en fait avec la promotion de valeurs traditionnelles qui ont trait à l'anthropologie, etc., qui sont beaucoup plus séduisants pour tous ces pays-là, qui sont d'ailleurs en rupture avec le monde occidental. Et là, tu parlais du Maroc, du reste du Maghreb qui critique le monde occidental. Il le critique aussi à raison parce qu'il voit sa dégénérescence. Oui, mais il veut y aller quand même, c'est ça le problème. Oui, une partie. Alors, je pense que ceux qui le critiquent ne sont pas ceux qui y vont. Ouh, croyez-moi, il y en a beaucoup qui y vont et Alors, qui continuent de le critiquer là-bas, je veux dire. oui, alors là, c'est encore une autre catégorie, et c'est Non, mais surtout c'est des gens surtout des gens, de la c'est surtout deuxième, des gens, troisième génération tout ici. à fait, c'est des gens qui votent islamistes chez nous et à la gauche chez eux. Oui, Enfin, voilà. là-bas en France. Quand Mais même, il y c'est a un problème. souvent des gens de la deuxième, troisième génération. Oui, 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 tout à Souvent, fait, tout à fait. souvent. Parce que Alors, ouais. oui, tous ceux que j'ai pu côtoyer ici, qui ont grandi au Maroc ou en Algérie, et qui sont venus ici à un âge avancé, ont un regard beaucoup plus critique vis-à-vis des pays du Maghreb que ceux qui sont de la deuxième et troisième génération. Le Le fantasme dialogue est et beaucoup. qui, Ah oui, tout à oui, fait. totalement, totalement. Ouais. Alors, j'ai des remarques, si tu permets, juste par rapport à ce que Vas-y, tu viens vas-y. de dire, avant de Bien sûr. continuer. Alors, premièrement, je n'enterrerai pas si rapidement l'Occident. Parce qu'effectivement, on a tendance à évacuer l'Occident, c'est bon, c'est fini, la décadence terminale, il va s'effondrer bientôt. Déjà parce qu'il n'y a pas un Occident, mais il y en a plusieurs. Alors, effectivement, si on parle de l'Europe occidentale, elle est foutue, globalement. Mais par contre, si on parle de l'Amérique du Nord, notamment des États-Unis, ils ont quand même les ressources suffisantes pour rebondir à chaque fois et se réinventer à chaque fois. Et déjà, l'émergence du Trumpisme est la preuve qu'ils Oui, ont oui. encore un vitalisme et qu'il Mm. faudra composer avec les États-Unis pour encore des décennies et des décennies, et peut-être jusqu'au siècle prochain. Ce n'est pas rien, les États-Unis. Je veux dire, c'est un pays qui se nourrit du génie planétaire par une logique migratoire et donc qui s'alimente en permanence de cerveaux indiens, chinois, de partout, même européens qui vont là-bas aux États-Unis, et qui a quand même une flexibilité qu'Emmanuel Todd explique très bien, qui est due à des fondements anthropologiques, qui peut se réinventer en permanence. Ce n'est pas le cas de l'Europe continentale. Pour ce qui est de la Chine et de la Russie, j'établirai un distinguo. Parce que quand on parle de l'efficacité économique ou technologique d'un pays, l'efficacité n'est pas une valeur autonome qui se mesure par rapport à elle-même, mais se mesure toujours par rapport à un potentiel. Donc on est efficace par rapport à un potentiel. C'est-à-dire si j'ai la capacité de faire un marathon ou de courir 40 km, mais que je cours 10 km, peut-être que pour toi je vais être performant, mais par rapport à ce que je peux faire, j'ai été sous-performant. Mm. La Chine, effectivement, est un pays performant et efficace économiquement. Elle utilise son potentiel à un niveau extraordinaire, je veux dire à tous les niveaux, et qui fait qu'elle commence à servir de modèle et de facteur d'attractivité. Aujourd'hui, même en Occident, il y a des gens qui veulent imiter la Chine au niveau d'un certain nombre d'éléments. Alors, pas uniquement les caméras de sécurité et la dimension sociétale, mais même au niveau du modèle économique. La Russie, c'est un cas très différent. Parce que si on mesure, alors je suis dur avec la Russie, mais par objectivité et par souci d'un ordre multipolaire, efficace et durable. La Russie, vu le potentiel qu'elle a, autant le potentiel géologique naturel, où il a des richesses quasiment infinies, en pétrole, en gaz naturel, en diamants, en or, en uranium, en ce que tu veux. C'est un pays qui peut vivre en autarcie pendant des siècles et des siècles, sans manquer de rien. L'agriculture, pareil. Et si on compte également le potentiel intellectuel de la Russie, qui est héritière d'une tradition scientifique soviétique et tsariste, d'une tradition littéraire, poétique, théologique, philosophique, si on compare ce qu'elle réalise actuellement par rapport à tous ces potentiels, on est très, 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 très loin de l'efficacité. C'est-à-dire qu'avec les moyens qu'ils ont, 17 millions de kilomètres carrés, 145 millions d'habitants, et toutes ces richesses et cet héritage immatériel, comme on dit aujourd'hui, les Russes ont les moyens de vivre collectivement mieux que les Suédois et les Émiratis, à une échelle individuelle. D'accord. Normalement, la Russie devrait avoir un PIB 5 fois plus grand que celui qu'elle a maintenant. Mais il y a le népotisme, il y a une oligarchie, il y a la corruption, il y a du vol, il y a un ensemble d'éléments qui font que la Russie n'est pas efficace. Elle est efficace par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ans.
mais elle est infiniment sous-efficace par rapport à ce qu'elle pourrait être. Et l'Union soviétique, notamment la première phase de l'Union soviétique, a été un échantillon historique d'une Russie capable d'exploiter pleinement son potentiel. Et on a vu qu'entre 45, c'est-à-dire au moment où la Russie est sortie endommagée par la guerre, avec des villes rasées, détruites, avec plus de 25 millions de morts, elle a réussi en 3 décennies à envoyer le premier satellite et le premier homme dans l'espace. En 30 ans, en partant d'un pays en ruine. Et ils sont vraiment allés dans l'espace, non? Ah oui, contrairement à certains. Non, mais ce que je veux dire, voilà, parce que, au fait, le problème de la Russie, c'est ça, c'est que le malheur, c'est que les seules parenthèses historiques où la Russie a été surperformante, c'était les parenthèses les plus horribles, c'est-à-dire les plus dictatoriales et les plus tyranniques. C'était Pierre le Grand, voilà, le mec va moderniser le pays de manière féroce et de manière brutale, et c'était Staline qui va effectivement industrialiser le pays. Ça, c'est compliqué. Mais actuellement, la Russie est loin de l'efficacité dont elle est capable par rapport à son potentiel. Donc, Voilà, donc ne il pas faudrait... enterrer les Américains. La Chine, je coche oui. La Russie, on attend voilà, qu'elle soit à la hauteur de son potentiel. Donc peut-être qu'en Russie, il faudrait un pouvoir encore plus dur pour mettre au pas Je sais pas. les Ouais. Russes et les mettre en marge d'efficacité. Je comprends ce que tu veux dire. Par rapport aux États-Unis, où on est d'accord, d'autant plus que les Américains sont protégés par 2 océans. Ils ont des ressources naturelles et ils ont une élite dirigeante effectivement qui est extrêmement flexible et qui est capable, justement on en parlait précédemment, qui est capable d'intégrer pas simplement des ingénieurs, etc., qui viennent d'autres pays et les intégrer, même s'ils ne les intègrent pas culturellement, mais en tout cas les intégrer à l'épopée américaine, ils sont aussi capables d'intégrer des idées étrangères. Et c'est pour ça que je parlais du soft power au niveau politique que peut exercer la Russie et la Chine comme modèle, mais au niveau des dirigeants américains. Et je pense que, sincèrement, Trump doit avoir une certaine admiration pour des personnalités comme Xi Jinping ou plus particulièrement Vladimir Poutine pour leur longévité politique. Alors, bon, faudrait qu'on revienne aussi à notre thème principal, la morale et le réalisme, mais tout ce qu'on vient de dire et surtout ce que tu viens de dire permet déjà une conclusion transitoire de dire que le réalisme politique, quand il est véritablement réaliste et qu'il n'a pas un habillage idéologique ou humanitaire, porte ses fruits politiques et économiques. Parce que si on regarde du côté de la Russie ou du côté chinois, on voit bien que c'est le réalisme qui a redressé ces pays-là, et non pas de l'idéologie. La Même fin s'il y du a un retour. maoïsme, ça a été le début de l'efficacité chinoise. C'est Voilà, Deng avec Xiaoping. Deng C'est le Xiaoping. réalisme. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et l'arrivée de Vladimir Poutine, même si on prend en compte tes arguments, il y a quand même Oui. un basculement de la Russie sur le plan du développement économique. Et là aussi, c'est fondé sur le réalisme. Et c'est aussi d'autant plus que ce sont des pays qui ont été victimes de l'idéologie, que ce soit l'idéologie communiste et puis Ou libéral. l'idéologie libérale dans les années 90, qui ont détruit, enfin Tout à pas les fait. Chinois, hein, le Ah oui, libéralisme n'a pas oui. détruit. Voilà. En Russie, ça a détruit le pays, et peut-être qu'il peut y avoir comment dire, un mouvement similaire si un jour des pays européens se redressent, parce que d'une certaine façon, même si c'est une trajectoire différente, ces pays se sont aussi autodétruits par idéologie et même par nihilisme, parce que le wokisme et le LGBTisme sont des formes de nihilisme. Alors on va en venir à la dernière partie de notre entretien. Je vais t'embêter, mais juste une dernière Ouais. parenthèse. Ah mais vas-y. Juste Vas-y. parce qu'on n'a pas le temps de tout étayer, peut-être dans d'autres entretiens, mais Vas-y. même le réel, au fait, il est qu'on le veut ou non, mais il y a différentes manières de le percevoir et il n'y en a pas une qui soit plus pertinente que l'autre. Je donne un exemple très simple, parce que tu as parlé de la Chine et de l'Occident.
Au fait, les deux perçoivent le même réel, mais avec des lunettes différentes. Et donc, les deux peuvent atteindre des degrés d'efficacité élevés, mais de manière différente. Quand on voit la culture stratégique chinoise et qu'on la compare à la culture stratégique occidentale, et qu'on prend comme exemple, par exemple, des jeux, pour le visualiser, on a le jeu de Go chinois, et on a le jeu d'échecs, qui certes est indien, puis iranien, puis arabe, etc., mais qui est devenu aujourd'hui un peu le sport intellectuel occidental. Dans le jeu d'échecs, le potentiel est exposé. Tout le potentiel est mis en avant et visible sur l'échiquier. Je ne cache rien. Tous mes pions sont visibles, mes tours, mes fous, mes cavaliers, ma reine, mon roi. Et le jeu se fait par destruction de potentiel. Je te prends tes pions, tu me prends mes pions, je te prends tes pièces, tu me prends mes pièces. Et à la fin, il y a un gagnant et un perdant nécessairement, à part quand il y a match nul ou pas. Mais s'il y a un gagnant, l'autre est perdant absolument. Et le potentiel est exposé. Par contre, quand on voit le jeu de Go, quand le jeu commence, l'échiquier est vide. Il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de potentiel exposé. Le potentiel est intégralement caché. Et on commence à poser une pièce, puis une autre, et puis il faut enfermer à chaque fois l'adversaire par ses pièces, et l'enfermer dans une structure. Alors, tu pourras peut-être ajouter en post-prod une partie de Go pour que les gens regardent. Et donc, le potentiel se déploie graduellement. Et à la fin, pour savoir qui a gagné, on compte le nombre de pièces adverses emprisonnées par l'autre joueur. Et au fait, il n'y a pas de gagnant absolu et de perdant absolu. Il y a un gagnant relatif qui a enfermé, par exemple, 20 pièces de l'ennemi, et un perdant relatif qui n'a réussi à enfermer que 8. Par contre, aux échecs, effectivement, si on a un gagnant, c'est que nécessairement l'autre est mort. L'autre a perdu. Échec et mat, ça vient de Shahmat, c'est-à-dire le roi, l'empereur est mort. Donc la Chine, elle est davantage dans une logique de rivalité, de collaboration, où il n'y a pas de vrai perdant, où il n'y a pas de gagnant absolu, où tout le monde est gagnant-gagnant. Peut-être que moi, la Chine, je vais gagner un peu plus que toi, mais tu vas gagner avec moi quand même. Contrairement à l'Occident, dont le paradigme est un paradigme d'annihilation. Et pareil, par rapport au réel, là où il y a un problème, l'Occident voit une difficulté qu'il faut résoudre, le Chinois va y voir une opportunité cachée. Dans tout changement, dans tout risque, il y a toujours une opportunité qui est cachée derrière. Et donc, en fait, on a un même réel, mais qui peut être perçu de manière fondamentalement différente, de manière subjective, mais tout en respectant ce réel-là. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas de copier le réel, mais c'est de partir du réel comme point de départ. Et après, on peut introduire une subjectivité dans le rapport au réel. Mais la subjectivité ne doit pas nier le réel ou s'opposer au réel, ou prétendre corriger le réel, mais puiser son énergie dans le réel et s'alimenter du réel. Parce que je ne suis pas un matérialiste dans le sens où je dis qu'il n'y a que le réel qui compte, les idées n'ont aucune importance. Non, les idées, l'éthique, la morale, l'idéologie peuvent avoir leur importance, mais dans la mesure où ils ne prétendent pas donner des leçons au réel ou le nier, mais dans la mesure où elles prétendent composer avec le réel et avec les moyens du réel pour le rendre le moins mauvais possible, pour le rendre le plus adéquat, le plus moral, si on a une échelle individuelle possible. Donc juste pour qu'il n'y ait pas qu'on ne nous voit pas tous les deux comme des cyniques absolus qui ne croient pas aux idées. Non, on croit aux idées, mais il faut les faire dialoguer avec le réel. C'est un peu ça. Et là, la subjectivité a toute sa place. Oui, alors, on n'a pas beaucoup parlé aussi du monde musulman, et on peut retrouver dans le monde musulman cette tare dans l'époque contemporaine, c'est-à-dire d'utiliser, alors ça prend pas la même forme, mais en définitive, ça revient strictement au même, c'est-à-dire d'utiliser le discours religieux, en fait, ce que moi j'appelle l'islam politique, même si tout le monde n'est pas d'accord avec la définition. Quand je parle de l'islam politique, c'est l'instrumentalisation des références du discours musulman et même du Coran à des fins politiques, qui ne sont pas en fait des fins religieuses, parce que normalement, la finalité du croyant, c'est de préparer son jugement, le jugement dernier, alors que l'islam politique a pour objectif d'atteindre des finalités politiques et bien terrestres, mais en utilisant le discours religieux. Et en fait, même si ça a pris une toute autre forme, le monde musulman a aussi été victime de cela, c'est-à-dire du retour d'une certaine façon, mais du retour de façon perverse de la morale dans le politique, en l'absence de l'autorité traditionnelle
califal dans le monde sunnite pour éviter les dérives. Parce qu'en fait, l'islam politique euh, fait, est apparu après la disparition du cadre, je parle de l'autorité religieuse, et ce qui offre à des organisations pilotées notamment par la Grande-Bretagne, pas très islamique en fait, des organisations d'avoir une certaine autonomie vis-à-vis du monde musulman, mais pas une autonomie vis-à-vis des puissances occidentales, et qui ont été utilisées pour semer le désordre. Ce qui nous amène à, à la phase finale de notre discussion, dans la deuxième partie des cas pratiques. Toujours la question du réalisme politique et de la morale, dans le cas du Maroc, et plus précisément dans la politique extérieure du Maroc et dans la phase qu'on a connue à partir de 2020, c'est-à-dire celui de la normalisation. Donc juste pour que les gens qui n'ont pas forcément suivi dans le détail, quand nous on s'est connus à titre personnel, quand il y a eu cette normalisation et on a eu un débat sur le sujet. Et ce qu'il faut dire encore une fois, parce que les gens ne perçoivent pas forcément, c'est que nous débattions non pas un moraliste contre un réaliste, mais nous restions dans le cadre du réalisme politique. La question qui était posée, en fait, c'est est-ce que cette normalisation est bonne pour le Maroc du point de vue de ses intérêts ou pas? En fait, c'était ça le sujet du débat. Et Et ta position... ça a duré 2 heures, il y a eu 0 insulte, et Voilà. c'était très respectueux jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, toi, ta position en tant que réaliste, on peut dire que tu es un réaliste, en tout cas dans tes analyses Oui, oui. politiques et géopolitiques. Toi, ta posture à l'époque, c'était de dire, voilà, le Maroc a normalisé. S'il a normalisé, c'est que forcément, euh, il le fait pour défendre les intérêts de l'État marocain, notamment par rapport à la question du Sahara. Et compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières années, notamment avec le génocide, cette normalisation apparaît pour l'État marocain comme un boulet. Puisque même aujourd'hui, on voit l'administration Trump est en train visiblement de lâcher Netanyahou, les juifs libéraux, qui sont pas n'importe qui tiennent quand même le manche en partie aux États-Unis, sont en train de le lâcher, les pétromonarchies veulent se débarrasser de lui. Donc, en gros, tout le monde veut se débarrasser de ce gouvernement israélien. Et donc aujourd'hui, le Maroc se retrouve dans une situation très compliquée, puisque on a normalisé avec un État génocidaire, officiellement à l'échelle mondiale, et une partie de la population marocaine qui est très mécontente et qui le fait savoir, et une population marocaine avec des manifestations massives, notamment dans les débuts du massacre du génocide, qui constitue quand même un levier politique. Donc toi, tu as ces derniers mois, je vais te laisser t'exprimer, je vais pas parler à ta place. Voilà, changer de position juste pour que les gens aient le contexte, hein. L'évolution de tes analyses. En tant que réaliste, tu es parti de la nouvelle réalité des choses géopolitiques et même au Maroc pour dire non, là, le Maroc, je pensais qu'il avait normalisé dans une vision, dans un cadre réaliste, défendant les intérêts du Maroc, mais en réalité, il s'est trompé. Voilà, je résume maintenant, j'ai résumé, je te laisse la parole. Tu me corrigeras si... Alors non, tout à fait. Alors, pas qu'il s'est trompé, mais qu'il a mal géré le rapport de force dans le cadre de cette normalisation avec Israël. Et que Israël a réussi à rétablir un rapport de force avec le Maroc qui lui est davantage favorable. Alors que le Maroc avait les moyens de tirer de cette normalisation davantage de gains et de bénéfices pour les intérêts nationaux. D'autant plus que ce qui a été donné à Israël vaut plus que de l'or, c'est-à-dire la légitimité dans son existence, parce que la normalisation, c'est une reconnaissance. Et ce pays-là, enfin ce territoire-là, cette entité-là, comme on dit dans le monde musulman, souffre cruellement d'un manque de légitimité dans son voisinage immédiat, puisqu'il n'y a que quelques pays qui la reconnaissent comme État. Et que quand on donne ce genre d'éléments avec une telle valeur, on est en droit d'exiger en contrepartie quelque chose de beaucoup plus grand que quelques échanges technologiques, agricoles ou commerciaux, etc. Alors pour revenir au point de départ, effectivement, quand j'ai défendu la normalisation, je l'ai défendu intégralement dans une vision réaliste. Et j'ai pas eu de mal à dire qu'Israël est une tumeur, voilà, qui, dans les métastases,
pollue l'humanité entière. Mais cette métastase est là. Et on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas l'évacuer. Cette tumeur est là, et elle a des métastases qui peuvent agir sur le Maroc, qui peuvent déstabiliser le Maroc, et qui peuvent également aider le Maroc. Et donc, dans une logique réaliste, et pour résoudre définitivement cette question du Sahara, pour libérer l'énergie de l'État marocain et lui permettre de se déployer dans le développement et dans d'autres facteurs, pour pouvoir mieux se retirer de la normalisation à l'avenir, c'était une chose qui était défendable. Et que je devais faire la part des choses entre mon opinion personnelle, qui est anti-israélienne, et entre le positionnement de l'État, qui ne doit pas s'inscrire dans ma dimension morale ou émotionnelle individuelle. Et on revient à l'approche réaliste. Et j'aimerais citer comme exemple une phrase qui a été prononcée par un tsar russe, Boris Godunov, qui n'était pas un rurikide, comme on dit, mais qui va être par la suite l'intermédiaire entre les rurikides et les Romanov. Bon, peu importe. Il avait été trahi par un ami, et cet ami, le tsar Boris, l'aimait beaucoup. Et il a demandé pardon au tsar. Le tsar lui dit « Je te pardonne en tant que Boris, mais je ne peux pas te pardonner en tant que tsar. » C'est le double corps du roi, ou la double personne du roi. C'est qu'effectivement, moi, en tant qu'individu, Boris Godunov, je t'aime, je te pardonne, tu es mon ami. Mais si je te pardonne en tant que tsar, c'est que je donne un feu vert à toutes les personnes qui veulent déstabiliser l'État et faire un coup d'État. Donc je ne peux pas. Je vais te tuer, mais en te pardonnant individuellement. Donc la même chose, je peux détester une cause ou quelque chose au niveau individuel, mais je dois également accepter qu'à une échelle supra-individuelle, il y a d'autres considérations qui entrent en jeu, d'autres rapports de force qui entrent en jeu. Alors, entre-temps, effectivement, ce que je découvre, c'est qu'il n'y a pas forcément l'agenda caché que j'espérais du côté de l'État marocain, que Israël a réussi à récupérer ce rapport de force en sa faveur, et que troisièmement, il y a eu quand même l'épuration ethnique à Gaza, avec plus de 50 000 morts. Donc à un certain moment, ce qui devait être un avantage pour les intérêts du Maroc, vu la mauvaise utilisation qui en était faite, est devenu effectivement un boulet, quelque chose de problématique. Et donc ce que j'avais dit, c'est pas que le Maroc devait sortir immédiatement, parce qu'un État ne se comporte pas à travers des caprices, mais que l'État marocain devait commencer à réfléchir au fait d'entrevoir une sortie de la normalisation, ce qui n'est pas la même chose. Car des fois, le processus peut être plus puissant que l'exécution de la décision elle-même, parce qu'il amène des changements de l'autre partenaire, qui, pour garder la normalisation, va être amené à faire des choses pour la garder. Et comme on dit dans le jeu d'échecs, la menace est plus forte que l'exécution. Parce qu'une fois que j'ai exécuté le mouvement, c'est bon, j'ai déployé tout mon potentiel, ça a fait le mal que ça a fait et on passe à autre chose. Mais tant que la menace n'est pas exécutée, elle est tout le temps active. Et l'autre joueur doit tout le temps composer avec cette menace qui peut s'exécuter à n'importe quel moment. C'est un peu comme l'épée de Damoclès. Et donc l'idée, c'était cela. Mais de là à dire qu'il faut quitter... D'ailleurs, juste une parenthèse, Rachid. D'ailleurs, c'était une question qui a été posée en couverture de Maroc Hebdo dès octobre 2023. En parlant donc au début, on parlait de massacre avant de parler de génocide, massacre à Gaza, et il posait la question. Donc, en gros, c'était en couverture, les accords d'Abraham caduques, point d'interrogation. Voilà. Donc, simplement pour dire que même à un certain niveau au Maroc, cette question s'était posée, mais toi, ce que tu dis, c'est que la menace n'a pas été mise au niveau suffisamment important pour que ça produise des effets. Donc, comment dire ? Il faut d'abord situer la question d'Israël, en tant qu'individu et en tant qu'État. Est-ce qu'on a un positionnement moral ou est-ce qu'on a un positionnement politique ? Si on a un positionnement moral, est-ce qu'il doit forcément avoir un impact au niveau politique ? Parce que si l'argument Israël est un État juif racialiste, suprématiste, génocidaire, je rappelle que ce n'est pas le seul État génocidaire dans le monde. Que les États-Unis ont été peut-être quantitativement, pas relativement, mais quantitativement plus génocidaires qu'Israël. On voit ce qu'ils ont fait en Irak, ce qu'ils ont fait en Afghanistan, ce qu'ils font un peu partout à travers des révolutions colorées qui donnent lieu à des guerres civiles, comme en Syrie, comme en Libye, comme un peu partout. Mais pourtant, personne ne réclame de rompre les relations avec les États-Unis, même dans le monde musulman. Au contraire, on voit les mouvements islamistes radicaux faire des allers-retours à Washington. Rencontrer des gens là-bas, également toucher des financements. C'est une vieille tradition chez eux. Tout à fait. Ça s'est déplacé de Londres à Washington. Donc ne pas tomber dans le piège de la rhétorique des mouvements islamistes, qui effectivement diabolisent Israël pour mieux composer avec les États-Unis. C'est un fonds de commerce sur lequel ils travaillent. Donc maintenant, si la question n'est pas sur ce plan-là, si elle est sur un autre plan, si l'autre plan est l'obtention d'un État palestinien indépendant et la fin des massacres, de la colonisation, etc.
Est-ce que rompre avec Israël est un moyen de nature à aller vers cette direction-là? Non. Normaliser non plus. Les deux ne règlent pas le problème. Je pense qu'on est d'accord par rapport à cela. Mais pourquoi lier forcément le fait de normaliser ou pas par rapport au bien-être des Palestiniens? Avec quel impact cela aura sur le bien-être des Palestiniens? Parce que moi, je suis assez cohérent dans ma critique de l'État marocain. Parce que, par exemple, j'ai critiqué l'État marocain lorsqu'il a rompu les relations avec l'Iran, diplomatiques avec l'Iran. Ce que j'avais dit, c'est que, au fait, on a le plus besoin de diplomatie quand ça va mal. Quand ça va bien, on n'a pas forcément besoin d'une diplomatie active. Mais c'est quand ça va mal qu'il faut intensifier les dialogues, qu'il faut intensifier les échanges et trouver une solution. Parce que l'argument, c'était quoi? L'Iran aide le Polisario, donc on rompt les relations diplomatiques. Est-ce que rompre les relations diplomatiques empêche l'Iran d'aider le Polisario? Non. Mais ça nous prive d'un canal qui pourrait être capable de nous permettre de trouver un compromis avec l'Iran pour qu'ils arrêtent d'aider le Polisario et de trouver un terrain d'entente, de donner une contrepartie en échange d'une autre contrepartie. Donc avec Israël, effectivement, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'on est dans un délire messianique et qu'il n'y a pas de partenaire rationnel avec lequel dialoguer. Mais est-ce que les gens qui appellent à une rupture rapide des relations avec Israël ont une idée des conséquences d'une telle rupture brutale? Sachant que Trump est au pouvoir aujourd'hui et que c'est lui qui est à la tête de cet accord d'Abraham, qui a été l'artisan de ces accords d'Abraham. Donc on n'est pas dans un schéma uniquement bilatéral. On est dans un schéma multilatéral qui fait que si on se retire de nos normalisations, on peut perdre la reconnaissance américaine de la Maroc et du Sahara. On peut même subir des sanctions économiques de la part de Washington, qui pourraient nous punir de ne pas avoir respecté le traité d'Abraham, qui est un traité tripartite. On peut se retrouver avec des tentatives de déstabilisation en interne au Maroc. On sait très bien que ces gens en sont capables et qu'ils ont les leviers, les moyens de déstabiliser n'importe quel pays, d'autant plus un pays intermédiaire comme le Maroc, qui n'a pas forcément la stabilité, la largeur et la profondeur suffisante pour tenir le coup en cas de déstabilisation. Ce qui a été fait dans un certain nombre de pays, on l'a vu, on l'a vu en Syrie. Parce Tout que à fait. en Syrie, en définitive, ceux qui ont massacré à tour de bras en Syrie, qui ont finalement pris le pouvoir, sont en train de normaliser avec Israël. Tout à fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que le réalisme, c'est également de mesurer les conséquences d'un acte. Parce que la morale, elle se fiche pas mal des conséquences. Moi, j'ai fait un acte moral, c'est un peu narcissique, donc je suis bien, voilà. Mais quand on est dans le réalisme, il faut comprendre qu'il faut être capable d'assumer les conséquences. Mais la plupart des gens n'ont pas idée des conséquences que cela peut impliquer, d'entrer en confrontation frontale par une rupture ou un retrait de la normalisation. Donc c'est un truc qui se prépare sur la longue durée. D'où le fait que j'ai pas dit qu'il faille se retirer maintenant, j'ai dit qu'il faut commencer à penser à se retirer. Et ça se fait Bah, graduellement. D'autant plus que l'État d'Israël est aujourd'hui, plus précisément le gouvernement israélien, bon, on peut dissocier les deux, d'accord, mais bon, on a bien compris que Ouais. c'était la même chose, est un État paria. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, c'est Monsieur Friedman dans une lettre ouverte au New York Times, dans le New York Times, en direction du président Trump, qui est donc un New York Times, c'est plutôt un journal de la gauche libérale, juive libérale, qui félicite Trump pour sa prise de distance vis-à-vis de Netanyahou en disant que Monsieur Trump, il faut que vous alliez au bout de cette rupture avec ce gouvernement-là. Le titre de l'article, c'est « Ce gouvernement israélien n'est pas notre allié ». Et à la fin de l'article, il dit, il parle d'État paria. Il dit vos petits enfants, à vous, Donald Trump, qui sont juifs, via sa fille Ivanka, seront les premiers juifs, la première génération de juifs à être les contemporains d'un État d'Israël paria. Donc, oui, donc même au plus haut niveau aux États-Unis, dans le monde occidental, on a conscience que, enfin, c'est même pas on a conscience, on réalise que Netanyahou est un boulet, le gouvernement actuel israélien est un boulet. Donc en fait, on se dit, le Maroc, qui a normalisé avec Israël, a normalisé en plus avec le pire des gouvernements israéliens de son histoire. Mais c'était avant le génocide. Oui, mais la nature messianique et extrémiste était... Mais Netanyahou, remettons dans le contexte. On est vers la fin du mandat de Trump. Et globalement, à très haut niveau, tout le monde savait que Trump n'allait pas gagner et n'allait pas avoir un deuxième mandat. Et donc, du point de vue de l'État marocain, le timing était serré. Donc, il fallait trouver un compromis en un mois, en quelques mois, avant que Trump ne parte. Parce que ce n'est qu'avec Trump qu'on pouvait trouver cet accord-là.
Et quand le timing est serré, on a très peu de marge pour pouvoir établir les critères, les conditions, exiger des choses. Donc on compose avec le réel et on cherche à tirer le maximum vu le temps qui était imparti pour trouver un accord. Et donc ça s'est fait dans un climat d'urgence avant le départ de Trump. Et la contrepartie était claire, c'était la reconnaissance américaine du Sahara qui a ouvert la voie par la suite à la reconnaissance française de la marocanité du Sahara et par la suite à d'autres. Donc il faut comprendre également que le fait que le Maroc ait normalisé au moment où à la tête d'Israël il y avait un gouvernement d'extrême droite a été dicté par le fait qu'au même moment coïncidait le fait que Trump était à la fin de son mandat et qu'il devait partir. Si Trump aurait pu avoir un deuxième mandat et qu'on pouvait attendre un nouveau gouvernement en Israël, je pense que ça aurait été fait. Ça aurait été plus intelligent, plus fin, et qu'on serait allé graduellement vers une normalisation petit à petit. Mais là, c'était soit on prend, soit on prend pas. Parce qu'une fois Trump parti, l'accord était caduc. Donc les Donc rapports de force et le timing imposent également. Donc on c'est pour prend, ça on prend ce qu'on a, on prend ce qu'on nous propose. c'est pour ça que l'accord a été, on peut dire, bâclé, fait à la va-vite, Il a d'une été certaine façon. effectivement bâclé, les clauses ne sont pas claires. A priori, comme clause, il y avait que Israël devait tout faire pour aider à la mise en place d'un État palestinien et que le Maroc s'était inscrit dans cette normalisation avec cette condition-là. Mais après, on a vu qu'il n'a pas été respecté, que le deal a été trahi du côté israélien. Mais D'ailleurs, Trump l'urgence, en a beaucoup voulu à Netanyahou pour oui, cela, tout à fait. Et que c'était d'ailleurs, effectivement une des clauses, une des disons. clauses, tout à fait. Donc le Maroc s'inscrit dans une approche comment dire, constructive, c'est que oui, je normalise, mais en échange, il faut au moins qu'il y ait quelque chose pour les Palestiniens. Et Après, voilà, il fallait, ouais. d'ailleurs, ça me permet de rebondir. En fait, ça a été aussi la position saoudienne. Alors Oui, tout bon, à fait. bon le Maroc, lui, a un objectif depuis la décolonisation, c'est préserver son intégrité territoriale et la reconnaissance de son Sahara. Là-dessus, c'est très clair. Du côté saoudien, on voit bien que il y a eu des négociations. L'Arabie Saoudite devait normaliser, mais mais étant donné que toutes les conditions n'ont pas été remplies par Israël, les Saoudiens ont suspendu la normalisation. Ils ont été, ils l'ont joué fine, parce qu'en plus après ils ont normalisé avec l'Iran, etc. Et ce que l'on voit actuellement, mais j'y reviendrai dans une autre chronique, c'est qu'on voit il y a une négociation actuelle avec Donald Trump qui est arrivée là aujourd'hui. Nous sommes le mardi 12, je crois, et qui est arrivé à Riyad aujourd'hui. C'est des investissements massifs aux États-Unis, etc. Euh, Peut-être en échange du lâchage de Netanyahou. Je viens d'apprendre d'ailleurs que le Qatar a offert un Boeing à Donald Trump quand Netanyahou offre un beeper doré à Donald Trump. Donc on voit un petit peu. Bref. Mmh. Et donc ça c'est le jeu que joue l'Arabie Saoudite de façon, il faut le reconnaître, assez fine. Mais en fait, il y a une autre question que je voudrais aborder pour toujours rester dans le cadre de notre discussion, et réalisme politique et moral, c'est que justement sur le cas israélien, parce que tous ceux qui reprochent la normalisation au Maroc, alors moi j'ai été opposé, j'ai toujours opposé à la normalisation, mais encore une fois sur le plan du réalisme, c'est que je Mmh. disais que c'est un mauvais accord, c'est pas seulement immoral, mais bon, que connaissant la, la, la stratégie du judaïsme politique et d'Israël, je disais que le Maroc aurait un plat de lentilles, en fait. C'est relatif à l'histoire de Jacob et d'Ésaü, pour ceux qui connaissent la Bible hébraïque. En gros, le Maroc a normalisé en échange d'un plat de lentilles. Mais ce que la majorité des gens reprochent au Maroc, c'est d'avoir normalisé avec le diable. C'est ça, en fait, on est dans une position qui est religieuse. Et donc, ça m'amène à la question. C'est le Maroc est un pays musulman, d'ailleurs traditionnel, malikite, et malgré cela, donc il a normalisé avec Israël. Il a de bonnes relations avec les États-Unis, comme l'Algérie, comme de nombreux autres pays ont de bonnes relations avec les États-Unis. Mais comme tu l'as dit, il y a quand même un double discours de ce point de vue-là, c'est-à-dire que tu peux avoir Tout de à bonnes fait. relations avec les États-Unis qui massacrent des musulmans à tour de bras, mais pas avec Israël. Donc en fait, ma question c'est comment concilier islamité d'un État avec tout ce que ça implique, et réalisme politique. Est-ce qu'il y a dans la tradition musulmane, et même prophétique,
un réalisme politique qui est accepté religieusement, même si en apparence, il sort du cadre religieux, en fait, pactisé avec Mhm. le diable. C'est de ça dont on parle, en fait. Alors, il y a deux éléments. Je vais partir du Maroc pour aller vers la tradition islamique. Alors, le Maroc, comment dire, subit ce que je pourrais qualifier de radicalité périphérique. C'est qu'au fait, plus on est loin d'une cause, plus on peut se permettre d'être radical. Je parle de la population. Pourquoi? Parce que comme on est loin, on n'a pas à en subir les conséquences. Donc c'est une radicalité de confort. D'où le fait que la plupart des gens qui radicalement sont contre la normalisation, qui vomissent Israël, seront les derniers à prendre un avion pour aller en Jordanie et tenter de franchir la frontière et de combattre ça. Parce que ça n'implique aucune conséquence. Et donc on peut être ultra radical. Par contre, plus on se rapproche du centre névralgique du drame, plus les gens bizarrement deviennent réalistes. Parce qu'ils sont confrontés immédiatement au problème et ils peuvent en subir immédiatement les conséquences, comme l'Égypte, qui les a déjà subies. Plusieurs défaites militaires, etc., des humiliations, comme la Jordanie, qui est à côté d'Israël, qui ne peut pas se permettre d'avoir la même radicalité qu'une population à 6000 km du phénomène. Donc déjà, ça permet d'inscrire dans cette logique de distance émotionnelle qui correspond à une distance géographique les positionnements des différents États et des différents peuples. Premièrement, au niveau de la population. Au niveau de l'État marocain, contrairement à d'autres États au Maghreb et dans la région, est un État qui a une tradition étatique et qui n'a pu survivre pendant des siècles qu'en apprenant à composer avec les rapports de force des puissances du moment. Je rappelle qu'au XVIe siècle, à l'époque des Saadiens, où il y avait deux hyperpuissances dominantes, l'Empire ottoman à l'est, qui avait atteint les frontières du Maroc en conquérant le territoire de l'actuelle Algérie, et l'Empire des Habsbourg, enfin espagnol, qui dominait l'autre partie de l'Atlantique et une partie de la Méditerranée, le Maroc s'est retrouvé comme une zone tampon entre les deux. Et l'unique moyen de composer est de changer en permanence d'alliance et de monter l'un contre l'autre. Tantôt le Maroc allait du côté ottoman pour avoir l'artillerie suffisante pour menacer les Espagnols, tantôt il allait du côté espagnol. Là, ce réalisme-là s'inscrit, pas génétiquement, j'aime pas l'usage de ce terme-là, mais c'est inscrit dans l'imaginaire politique marocain. Et donc le Maroc a beaucoup moins de problèmes à faire des choix diplomatiques osés, parce qu'intégralement réalistes, que d'autres pays relativement jeunes qui n'ont pas encore ce réalisme inscrit profondément dans leur imaginaire et qui sont d'autant plus nés dans une perspective idéologique, émotionnelle, du panarabisme, du socialisme arabe, etc. Le Maroc, ce n'est pas le cas. Le Maroc est un État à l'état pur. Historiquement, il n'y a pas d'idéologie marocaine. Il y a un État marocain qu'on appelle Marsen, qui structure l'imaginaire et qui a une expertise diplomatique de plusieurs siècles. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, revenons à la tradition islamique par rapport au réalisme. Oui, il y a des épisodes dans l'histoire première de l'islam qui s'inscrivent pleinement et totalement dans ce réalisme, à tel point que ça a choqué même les contemporains. Je parle de Sulh al-Hudaybiyah. C'est le cessez-le-feu de l'Hudaybiyah qui a été signé par le prophète et les musulmans avec les tribus de Quraysh. Un traité de paix de 10 ans où les deux s'interdisent mutuellement de s'attaquer, où ils pourront commercer tranquillement, sachant que les uns sont polythéistes, ont persécuté les musulmans, ont torturé des musulmans, les ont chassés de chez eux, un peu à l'image de Sahl, qui chasse les Palestiniens de chez eux et qui les colonise. Donc on avait un petit Israël du côté de la Mecque, avec lequel le prophète a signé un traité de paix. Et non seulement il a signé un traité de paix, mais il a accepté des clauses qui ont été imposées par Quraysh. Et ces clauses ayant été acceptées, ça a choqué bon nombre de compagnons du prophète, dont certains ont même douté à ce moment-là de la prophétie du prophète, qui serait réellement prophète. Et parmi eux, il y a Omar ibn Khattab qui avait douté et qui avait contesté auprès du prophète avant de se reprendre en main et de revenir demander pardon au prophète. Parce qu'après, il a compris la visée stratégique à long terme du traité de paix. Donc la première clause, le prophète a voulu commencer la lettre, enfin le traité, par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom du Dieu, le clément, le miséricordieux. Quraysh a dit non, ce Dieu-là, on ne le connaît pas, tu vas commencer Bismikallahumma. Parce que Quraysh était polythéiste, mais pas polythéiste au sens romain ou grec du terme. Il partait de l'idée que Allah existe, c'est lui qui a créé tout l'univers. Donc il y a un Dieu qui a créé la totalité, mais il y a d'autres divinités mineures qui peuvent servir d'intermédiaire entre nous et Dieu. Et donc là, ils le connaissent. Donc ils disent oui, mais pas Rahman Rahim, Bismikallahumma. Le prophète a accepté. Quand le prophète parle de lui dans le traité, qu'il est le prophète de Dieu, etc., eux, ils disent non, le prophète, c'est pour vous. Pour nous, tu n'es pas prophète. Il a accepté. Ils ont mis Muhammad ibn Abdillah.
Donc il a concédé même au niveau formel de la rédaction du traité un certain nombre de Et choses. c'était rédigé par Ali ibn Abi Talib. Tout à fait, qui a dû accepter également Je d'écrire tout cela. précise, voilà, je précise. Et puis l'autre clause qui a choqué tout le monde, c'est que Quraysh ont imposé le fait que si jamais un enfant, un des fils de Quraysh, s'est converti à l'islam et s'enfuit à Médine chez le prophète pour trouver refuge, et que sa famille réclame son retour, les musulmans seront obligés de l'attraper et de le renvoyer de force chez les polythéistes à la Mecque. Donc ça, c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase, et ça a été accepté. C'était de 10 ans. Alors qu'est-ce qu'on voit après? On voit que 3 ans après, les musulmans prennent la Mecque. Prennent la Mecque, c'est bon, c'est fini, la guerre est finie, l'islam a gagné, la Mecque est désormais libérée des Qurayshites, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète comprenait très bien qu'il y avait un kairos, c'est-à-dire un moment à ne pas rater, où les musulmans avaient urgemment besoin de renforcer les rangs, de se reconstruire, de diffuser le maximum la parole pour toucher d'autres tribus, etc., de créer des confédérations et des alliances, mais ils ne pouvaient pas le faire dans un état de guerre permanent contre les tribus de Quraysh. Et qu'on pouvait, sur le plan tactique, concéder des choses, même en apparence immorales, mais parce que l'objectif stratégique à long terme est un objectif éminemment moral. Et donc, de même qu'aujourd'hui, la normalisation choque beaucoup de gens, je ne dis pas, je ne fais pas de parallèle immédiat. Alors, je vais le dire autrement. De même qu'aujourd'hui, des décisions diplomatiques peuvent choquer les populations, de même, elles pourraient s'inscrire dans une vision à long terme qui pourrait se révéler pertinente 10 ans plus tard. Un peu comme Sulh Hudaybiyah avec Fath Makkah 3 ans plus tard. Donc là, c'est la première preuve de réalisme, où le prophète n'a pas agi en tant que prophète, mais a agi en tant que chef d'État. Mais pour mieux servir sa dimension de prophète. Donc là, on voit comment les deux peuvent dialoguer, comment le réalisme peut être au service de la morale, mais il doit faire un détour pour être mieux au service de la morale. Autre exemple. Ce qu'on te Hum, dira, c'est que, bah, d'ailleurs, c'est ce que tu reproches au Maroc, là, depuis quelques mois, c'est que justement, il n'y a pas cette vision stratégique à long terme. C'est-à-dire oui. que, certes, il y a l'exemple du prophète, sauf que lui, le prophète, il avait une vision. Or là, dans le cas du Maroc, c'est pas une vision stratégique à Oui. long terme. Mais effectivement, cet argument est tout à fait pertinent et peu connu. Peu Oui, connu. alors autre Vas-y, je exemple, te toujours laisse dans la poursuivre. continuité de Sulh Hudaybiyah, l'exemple de Salah ad-Din Ayyubi, enfin connu en Occident sous le nom de Saladin, qui a signé des traités de paix avec les croisés, donc des conquérants étrangers, chrétiens, qui viennent occuper des terres musulmanes, qui occupent la terre sainte, et Salah ad-Din Ayyubi signe des traités de paix avec eux, commerce avec eux, donc normalise au fait. Parce que quand je signe un traité de paix qui délimite les territoires en disant que de Acre jusqu'à Asqalan, ces territoires appartiennent aux croisés, mais au-delà, ça appartient à l'Empire ayyubite, c'est que je reconnais la légitimité des croisés sur ce territoire-là. Certes, c'est temporaire, à la fin du traité de paix, je vais tenter de les reprendre, mais le traité de paix est une normalisation qui rend possible le commerce, qui rend possible l'échange diplomatique, qui rend possible une pluralité de choses. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Salah ad-Din Ayyubi libère Jérusalem et ouvre la voie à la libération de toutes les forteresses occupées, et ce sont finalement les Mamelouks qui vont finir par définitivement chasser les croisés de la Terre Sainte. Mais il a fallu que quelqu'un fasse preuve de réalisme en comprenant que les rapports de force ne sont pas en ma faveur maintenant. J'ai besoin d'un traité de paix pour recomposer mes forces, mon armée, mon économie, les finances, la logistique, etc. Mais pour mieux récupérer ce que j'accepte de perdre temporairement et de reconnaître temporairement. Là, tu me diras également, il y avait un agenda derrière. Je suis totalement d'accord. Moi, j'ai été dégoûté par le fait que j'ai découvert qu'il y avait un agenda. C'est pas qu'il y avait pas, mais pas à la hauteur de ce que j'espérais, et pas à la hauteur pour justifier la normalisation. Alors, il n'est pas trop tard. Mais après, le reproche, il est à formuler à l'encontre de qui? Qui est chargé de formuler un agenda? L'État est chargé d'exécuter l'agenda, de le comprendre, de l'intégrer. Mais ce sont les intellectuels qui sont chargés de produire la matière pour un agenda. Quand on va aux États-Unis, qu'il s'agisse de Trump, de Biden, d'Obama, de n'importe quel président, ce ne sont pas eux qui formalisent l'agenda. Ce sont les think tanks qui produisent la matière. Des Tout à milliers fait. de think tanks, avec un financement, avec des rapports, avec des idées, avec des intellectuels qui prennent des positions. Ça bouillonne et ça remonte et ça se formalise, et puis ça donne un agenda. Donc moi, mon premier problème, c'est la démission totale des intellectuels au Maroc. Moi, j'énerve beaucoup de Marocains en disant: je vous défie de me citer 5 intellectuels marocains. 5.
Juste 5, intellectuels marocains. Je ne parle pas d'ingénieurs, je ne parle pas de techniciens, je ne parle pas d'architectes. On a beaucoup d'experts extrêmement brillants. Je parle d'intellectuels musaqqaf, c'est-à-dire intellectuels au sens propre du terme. Quelqu'un capable de conceptualiser, de rendre intelligible le réel. 5, c'est pas beaucoup. La plupart sont incapables. Enfin, la plupart, tous sont incapables de me citer 5. Donc, il y a un vrai problème. Comment penser une stratégie réaliste quand on n'a pas la matière grise ou quand on s'interdit d'avoir la matière grise pour produire un agenda ou quand on n'écoute pas les gens qui proposent des lectures intéressantes et des pistes intéressantes. Ça, c'est une autre problématique. Mais l'idée en elle-même ne me choque pas, le fait de normaliser à condition qu'il y ait un agenda. De même que le prophète l'a fait, de même que Salah Ayyoubi l'a fait, de même que d'autres dans l'histoire de l'islam l'ont fait. Mais tant qu'il y a un agenda, effectivement. Écoute, je pense qu'on terminera là-dessus. Je te remercie beaucoup pour ce développement et je pense que ça permettra à ceux qui nous écoutent de se réconcilier. Pour ceux qui sont dans le réalisme politique pur, voire l'athéisme, de se réconcilier avec une certaine morale religieuse qui peut influer le politique positivement. Et de l'autre, influencer, permettre à certains qui sont dans l'idéalisme politique pur de comprendre que ça peut être un piège, on peut être manipulé, ça peut arriver, on l'a vu sur le cas syrien, et que il faut véritablement acquérir une culture politique, une culture historique pour ne pas tomber dans ces différents pièges. C'est ce que tu as expliqué avec l'histoire profonde du Maroc. Un État, ce n'est pas n'importe quoi. Un État ne formalise pas sa politique à coup d'émotions et de crises d'hystérie. Et l'État, surtout l'État moderne, ou l'État qui vit dans la modernité, forcément un État qui est un peu moderne, est une machine. Certains penseurs ont parlé de monstre froid, le plus froid des monstres froids, qui est même considéré, notamment par Hobbes, comme une entité indépendante. Donc c'est à la fois une entité, une machine qui a sa propre logique, et qu'il ne faut pas systématiquement associer à tel président ou à tel roi. C'est-à-dire que l'État dépasse le président actuel, dépasse le roi, il dépasse sa personne. D'ailleurs, il y a un ouvrage extraordinaire de Ernst Kantorowicz sur les deux corps du roi. Armez-vous intellectuellement, constituez-vous une véritable culture politique pour ne pas tomber dans ces différents pièges et toujours garder la tête froide. Alors, un dernier exemple de la tradition islamique est du Coran pour comprendre cette approche relative aux conséquences. Je n'ai pas trouvé le mot. C'est l'exemple d'Al-Khidr. En tout cas, celui qui est surnommé Al-Khidr, qui ne s'appelle pas Al-Khidr dans le Coran. En fait, il illustre parfaitement la dichotomie entre quelqu'un qui juge par la morale immédiate. Et là, tu parles de Moïse. C'est l'interaction entre Moïse et Khidr. Et de quelqu'un qui juge par les conséquences à long terme que l'autre ne peut pas voir parce qu'il est dans le jugement immédiat de l'émotion. Et donc, on a par exemple Khidr qui va tuer un enfant, enfin un jeune homme, disons de 12 ans. Moïse est révolté, à juste titre, émotionnellement. C'est un peu comme le Marocain qui est révolté par une décision diplomatique qui le dépasse et qui lui paraît immorale. Mais non, mais comment peux-tu tuer un enfant ? Après, il s'aborde un navire avec des marins, etc. Il fait un certain nombre d'actes qui paraissent choquants pour Moïse, qui paraissent immoraux même, tuer un jeune homme qui n'a rien fait, aucun crime. Mais après, quand le Khidr lui explique pourquoi, parce que ce jeune homme, quand il allait grandir, il allait maltraiter ses parents, il allait, etc. Ce navire que j'ai coulé parce que des pirates allaient l'attaquer, ils allaient tuer tous les marins qui étaient là-bas, et donc le couler était une manière de sauver ces marins, etc. Donc il entre dans une logique où le réel a des chaînes de conséquences qu'il faut être capable de voir dans une logique prospective pour pouvoir agir moralement, mais pas moralement du point de vue formel et de la bigoterie, mais moralement du point de vue de l'efficacité morale. La morale peut se revendiquer d'une efficacité. Parce que, comme on dit, le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions, et il y a beaucoup d'actes moraux qui donnent lieu à des catastrophes. Parce que c'est une morale mal comprise, c'est une morale formaliste. Alors qu'il y a la morale réaliste, la morale qui entend réellement faire du bien de manière efficace et de l'inscrire dans la longue durée. Alors, on a cité quelques exemples, mais on a plein. Par exemple, Harun al-Rashid, le calife abbasside, il a fait épouser sa sœur, sa sœur a épousé le vizir qu'il avait à l'époque, Ja'far, mais avec interdiction qu'ils couchent ensemble. C'est pas islamique.
On n'a pas le droit de marier des gens, de leur interdire de faire l'amour. Mais l'idée, c'est que, voilà, parce que si jamais il a un fils avec la sœur du calife, et ben, le fils pourrait prétendre un jour au trône parce qu'il est du sang du calife, etc. Que font Jafar et la sœur du calife? Ils couchent ensemble. Elle tombe enceinte. Que fait le calife? Il tue Jafar. Est-ce que c'est islamique de tuer quelqu'un parce Non. qu'il est couché avec sa femme? Non. Mais du point de vue de l'impératif de l'État, mais du point de vue de la survie de l'État et de la stabilité de l'État, c'était totalement légitime. Ça peut choquer. Et d'ailleurs, les gens qui reprochent au Maroc de faire ou pas faire, regardez la Turquie. La Turquie est la deuxième armée de l'OTAN après les États-Unis. C'est pas rien l'armée turque, d'accord? C'est un pays qui verbalement est peut-être plus anti-israélien que tous les Arabes réunis. Mais dans les faits concrètement. Erdogan en particulier. Voilà, Erdogan en particulier. Netanyahou a visité Erdogan un mois avant l'opération du 7 octobre. En septembre, il est allé rencontrer Erdogan en Turquie, à Ankara, avec les sourires, avec le thé, avec les drapeaux et tout, etc. Les relations diplomatiques n'ont toujours pas été rompues. Ils ont toujours des relations diplomatiques. Le commerce, l'échange, etc., la collaboration militaire existent encore. Et la Turquie fait partie d'une alliance chapeautée par le grand protecteur d'Israël, qui offre l'impunité à Israël au niveau diplomatique, etc. Mais là, bizarrement, nos amis frères musulmans sont un peu plus muets que quand il s'agit du Maroc ou de pays qui se trouvent à 6000 km du drame. Ils ont des liens Mais je ne reproche pas, avec Erdogan. je ne reproche rien à la Turquie. La Turquie a raison du point de vue en tout cas, c'est leur affaire. Mais si c'est dans l'intérêt de la Turquie, ils ont raison de le faire. Les Émirats peuvent être cyniques, on peut les qualifier de ce qu'on veut, les Émirats arabes unis. Mais ils pourraient avoir raison de faire ce qu'ils font, du point de vue de leurs intérêts nationaux. Parce que ce dont a besoin Gaza ou les Palestiniens, c'est pas que tout le monde musulman sombre dans le chaos et dans la déstabilisation et dans la pauvreté. Au contraire, ils ont besoin davantage sur le long terme que le monde musulman émerge économiquement. Mais là se pose la question des agendas. Par exemple, les Émirats arabes unis ont un agenda. Et je trouve leur géopolitique extrêmement intéressante. Mais c'est un autre sujet. Ouais, qu'on abordera peut-être sur ODC TV. Tout à fait. En tout cas, je te remercie beaucoup. Là, on a fait une émission très dense. Je te remercie vraiment Avec plaisir, merci à pour toi. cet échange, ta disponibilité. Et je vous remercie tous, tous ceux qui suivent cette chaîne. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ODC TV. Pour ceux qui comprennent le Darija, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne en Darija de Rachid, qui est consacrée surtout à la politique marocaine, à la société marocaine, à l'économie du Maroc. C'est vraiment marocono-marocain, maroco-marocain. Voilà, et c'est très intéressant et voilà, c'est très enrichissant. Merci à tous, merci à toi Rachid. N'oubliez pas de vous abonner à Patreon. Maintenant, la chaîne est lancée, enfin, la page est lancée. Soutenir la chaîne via Tipeee et PayPal. Et je vous dis à mercredi prochain, 18h, si Dieu veut. Merci à tous.